Émission 836. Cette semaine, Halt. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ont plus la cote que Madame Webb. Je vous les présente à l'instant. Le premier est fasciné par la position du gouvernement concernant les fonctions du ministère de l'Environnement. Gauthier Langevin est avec nous. Bonsoir, Salut, Benoît. Gauthier. Hey, je profite de notre tribune exceptionnelle pour saluer les camarades d'Hochelaga Maisonneuve qui ont vandalisé le building fraîchement construit destiné à des Airbnb sur Ontario. Construit pour ça, hein? C'est ça qu'il faut spécifier, pour les Airbnb. Ouais, félicitations. C'est beau travail. Il y a une artiste locale, notre amie Caroline Brault, qui a utilisé cette image comme fond d'écran sur son ordinateur. C'est devenu son fond d'écran, c'est drôle. Mais je la verrais très bien refaire ce design-là dans son style à elle, dans son coup de crayon. Puis, je pense que ça va influencer. Je pense que ça vendrait, man. J'y achèterais. Ben ouais. Est-ce que le son est bon de ton côté, Gauthier? Est-ce qu'il n'est pas trop Excellent. bon? Il est bon, parfait, parce que j'ai changé de micro. J'ai rejoint la gamme des... pas des SM58, là, mais des gros micros de Joe Rogan. Fait que c'est ça. Hey, on va être rejoint par notre ami de Laurent Boutin qui termine son quart d'une librairie ici à Montréal. Donc, on va l'entendre sonner ou pas. Je vais laisser mon petite oreille justement dégagée comme ça de mon écouteur parce que la porte, on est rendu au mois 2 de la saga de la porte. Non, la porte n'est pas encore réparée. Donc, quand Laurent va sonner, il va falloir que je parte à courir pour aller le chercher. On a des trous patchés aujourd'hui. Là, pour ceux qui suivent l'autre saga, la saga de la souris. Il y avait un gars qui était ici juste avant de commencer l'émission. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard pour les gens qui écoutent en live. Super sympathique. Le type est en train de raconter comment son père avait fait la Deuxième Guerre mondiale sous le régime italien et comment lui avait immigré en Argentine. C'était très fascinant. Mais là, il fallait que je commence à l'émission. Fait que j'ai dit, excuse-moi, mais il faut que je te mette à la porte. Son grand-père immigré en Argentine? Son père immigrant. Ouais. Il était de quel côté, coudon? J'y ai pas posé la question. J'ai pas voulu ouvrir cette boîte de Pandore, mais... En Italie, hein? Oui, c'est ça. On connaît le chemin que certains ressortissants après la Deuxième Guerre mondiale ont emprunté pour se retrouver en Argentine. C'est fucké honesty. Ben, j'étais pas là pour insulter le père du dude qui venait de patcher mon trou sur mon levier. Là, surtout qu'il était tellement sympathique. C'est ça. Mais tu sais, tu l'invites pas au Parlement pour y rendre hommage. Non, tu checkes son LinkedIn avant. Tu sais, un petit background check avant. C'est drôle, là, parce que ça, c'est la preuve que tout tient avec du tape et de la gomme. Tout le monde improvise, genre. Tout le monde improvise. Ah oui. Vous pensez que les gens ont des plans, là, mais tout le monde improvise. Ça va vite, des fois. Oui. Hey, avant de commencer l'émission, Gauthier, de façon plus formelle, je veux aussi féliciter nos amis de la gang de RKSS, le groupe de réalisateurs de Turbo Kid, de Summer of 84, de We Are Zombies, qui s'en vient bientôt, qui, ma foi, c'est vraiment exceptionnel. Leur jeu Turbo Kid, finalement, s'en vient sur les tablettes virtuelles, les tablettes de console éventuellement également là, sur la Switch. Le 10 avril prochain, vous allez pouvoir vous procurer le jeu sur Steam. La version Switch, je crois, va revenir un peu plus tard. Et il y a déjà un démo qui est disponible sur Steam depuis le 23 février dernier. La semaine passée, on a eu le droit à une bande-annonce en plein milieu de la semaine. Puis ça a l'air vraiment d'un jeu là, un jeu full-fledged, un jeu comme pas un petit jeu mobile, pas une passe de cash rapide. Je sais que les gens chez Other Minds travaillent sur ce titre-là depuis très, 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 très longtemps. Ça va faire presque 4 ans, si je me souviens bien. Et ma foi, ça a l'air vraiment cool. Je sais que Johan y a joué. Il n'est pas objectif parce que c'est basé sur un de ses films. Johan étant un des réalisateurs. Mais il disait que c'était très cool comme jeu, qu'il était bien fier. Fait que je veux souligner, il y a de quoi de Keb qui s'en vient. Là, quelque chose qui a été décliné non seulement en film, mais aussi en bande dessinée du côté de la maison d'édition à Gauthier. Maintenant, en jeu vidéo. Fait que, crime, on est rendu c'est là. un multivers transmédiatique. Pas à la Marvel, mais... c'est vraiment cool. C'est cool. Tu réalises-tu que tu en fais partie à ta façon, tu fais partie de cette révolution, je vais appeler ça comme ça. Ben, pas une révolution. Ben oui, une révolution quand même.
je réalise que c'est vraiment une belle gang. Hein? Ouais. C'est ça, c'est le fun de travailler avec eux. Puis t'as pas juste l'impression de travailler pour un IP. Là. Ouais. Nous, à l'époque, quand j'étais au Studio Lunac, on travaillait beaucoup pour Ubisoft. C'est pas du tout le même genre de production transmédia. Non, c'est beaucoup plus familial, mettons. Oui, je pense qu'il y a moins d'ego aussi. Ouais, c'est ça. Beaucoup moins d'ego, puis le produit est le fun à la base, le film est tellement le fun, puis ça donne envie de construire autour, puis d'approfondir cet univers-là. Puis le fait que Johan, François et Anouk soient comme hands down sur tout le contenu narratif, je pense que ils ont dû donner des guidelines aux gens du jeu vidéo comme ils ont fait avec nous pour les bandes dessinées. Ils sous-traitent, ils sont très protecteurs de leur histoire, puis ils sous-traitent pas nécessairement. Il y a certaines choses qu'ils veulent garder au niveau du storytelling, puis ça fait en sorte que tout s'attache mieux ensemble. C'est ce qui fait qu'on se retrouve pas avec une pizza au niveau du lore puis de la narrative qui est englobale. Ouais. Autant que j'étais un gros nerd de Star Wars quand j'étais jeune, gros dans le sens que j'aimais énormément ça, autant que c'était une pizza narrative épouvantable. Là, fait que oui, ça a été un petit peu une déception quand Disney a racheté Lucasfilm, puis finalement, ils ont tout mis à terre l'ancien canon, mais quelque part, il n'y avait pas le choix parce que c'était tout à fait pêle-mêle. Mais là, on a too much. C'était too much, ça avait juste pas rapport. Là, par contre, on a 3 personnes qui ont les mains dedans, puis qui ont probablement ils savent où ils veulent amener en seulement la franchise. Je sais pas si Turbo Kid va avoir un 2 éventuellement, mais à tout de moins, je pense que ça fait partie d'une certaine ligne du temps. Puis là, je m'avance, j'ai pas posé de questions à Johan, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Fait que c'est ça s'en vient le 10 avril pour Turbo Kid The Game. Sinon, petite nouvelle ou peut-être annonce générale pour les gens à la maison. On est dans la grande période, c'est maintenant une tradition à chaque année, de se trouver un appartement parce que pour les gens qui sont à l'extérieur du Québec et de Montréal, il y a une crise du logement ici qui est tout à fait bien adressée par nos gouvernements actuels. Et donc, c'est très difficile de se trouver une place où vivre. Et notre ami Rémi Fréchette, avec qui je fais Bifurcation, le podcast qui vous est donné en exclusivité quand vous donnez au Patreon des Mystérieux, se cherche un appartement. Lui et sa copine se font malheureusement tasser par les nouveaux propriétaires qui vont prendre possession du logis. Et ils cherchent un 6,5, 7,5 sur l'île de Montréal. Ils ont quand même du budget. Là. Eux autres, ils veulent avoir ils ont quand même du budget. Ils veulent avoir un grand appart pour pouvoir s'installer. Donc, si ça donne que vous avez ce dit appart en or, puis que vous vous dites « Hey, j'ai pas envie d'avoir un locataire potentiellement tout croche », ben Rémi, vous le connaissez un peu par la bande, c'est un gars chic, c'est un chic type, fait partie de la grande famille des Mystérieux. Donc, écrivez-moi, ben@mystérieuxétonnants.com, puis on va y retransmettre l'information. Je sais qu'il y a 2-3 ans de ça, durant la pandémie, nos amis Phil et Jesse cherchaient un appartement, puis on a été mis en contact par des gens qui écoutent le show. Ça n'a pas fonctionné pour d'autres raisons logistiques, mais sait-on jamais. J'envoie ça dans l'univers. Si vous avez un appartement pour Rémi, ben@mystérieuxétonnants.com, en espérant que l'appareil soit renvoyé dans ma direction quand je perdrai éventuellement aussi cet appartement, parce que je sais que c'est écrit dans les cieux que c'est un projet de retraite pour un certain propriétaire. C'est pas si, hein, c'est quand. C'est quand, ouais, c'est ça. Fait que si vous avez aussi 23 ans, commencez déjà pour vrai à mettre de l'argent de côté. Vous allez me remercier plus tard. Ouais, ça fait beaucoup de choses là, pour lesquelles il faut qu'on mette de l'argent de côté en avance. Là. La retraite, l'appart, les études. Ouais. Non, les études, c'est pas si pire. On est encore correct. On est correct, c'est juste quand t'as pas d'argent de côté puis tu tombes dans les études comme moi je suis tombé, payer des sessions d'un coup, ça fait mal. Ça peut faire mal. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça les petites annonces que j'avais pour les gens à la maison cette semaine. Est-ce que tu veux continuer, Gauthier? Certainement. On va y aller avec ta chanson. Stay a while and listen. Here we go. Benoît. Oui. J'ai une triste nouvelle à t'annoncer. Encore? J'ai le cœur brisé, Benoît. J'ai rien fait. Parce que je pense que je vais devoir mettre un terme à une histoire d'amour qui dure depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans? Benoît. Oui. Je vais devoir casser avec Diablo. Ah ouais? Parce que holy shit, Last Epoch. Oui. J'avais joué au bêta, mais... Tu en avais parlé la semaine passée, je pense, un peu. Ouais. J'ai joué à la version 1.0, donc la version officielle, qui est sortie après quasiment 5 ans de développement et de Early Access sur Steam. Ouais. J'ai pas mal joué toute la fin de semaine, pour être honnête avec toi. Okay.
après presque 30 heures de jeu sur la version 1.0 du jeu de 11th Hour Game, qui est leur premier jeu d'ailleurs, je dois avouer que c'est un ARPG qui se hisse à la première place de mon palmarès. Wow, fait que tu as une relation d'amour avec une franchise qui vient d'être... qui a pris fin avec une expérience, avec un week-end. Tu es prêt à mettre tout ça de côté pour un week-end. Pour un week-end, Gauthier. Un week-end de passion. Tous ces moments. La passion va s'effriter éventuellement. Le quotidien va se réinstaller. Je sais. Probablement qu'éventuellement, tout ça va être monétisé as fuck, puis il y a des actionnaires qui vont se mettre de la partie, mais 11th Hour Game reste encore un jeu créé par un studio indépendant qui ont d'ailleurs socio-financé pour être développé, le jeu, en fait. Là. Mm-hmm. Fait que je vous fais ma chronique officielle, ma critique officielle de Last Epoch. Je vais commencer par les points négatifs. Parce que vaut mieux finir par le positif. Hein? Ouais. C'est beaucoup plus le fun. Contrairement à la vie. Voyons! Je suis pessimiste, là. Il n'y a pas la lèpre, il n'y a pas la peste noire, Ben. Je sais pas, moi j'ai une souris qui court dans mon appart puis qui chie dans ma cuisine. Peut-être que je vais pogner une nouvelle maladie. Peut-être que je vais être la source de cette nouvelle maladie, OK? Peut-être qu'elle a la peste. Peut-être qu'elle a la peste aussi, parce que la peste est transmise encore par les rongeurs. Je veux pas mettre d'idée dans ta tête. C'est pas vrai. Fait que bref, les points négatifs avec Last Epoch, l'histoire, en fait, même si c'est pas tant important dans ce genre de jeux-là, qui sont les ARPG en général, l'histoire est quand même plutôt confuse. Moi, c'est un point que je donne quand même à Diablo 4. L'histoire était quand même vraiment le fun. La quête principale était le fun. Mais pour Last Epoch, en gros, on court après 3 morceaux d'un puissant artefact qui contrôle le temps. Et se sont appelés Epoch. Ça te rappelle-tu quelque chose, Benoît? Moi, pour vrai, le nom de Last Epoch, ça me fait juste penser à le titre d'un album rap des années 90. Ça te fait pas penser à un autre jeu vidéo qui a marqué notre enfance? T'es un peu plus jeune que moi, fait que peut-être qu'elle n'a pas marqué la même période. Non, je ne pourrais pas dire. En fait, Epoch, ou les artefacts qui contrôlent le temps, c'est un Easter egg à Chrono Trigger. C'est ça, j'allais dire, ouais, Chrono Trigger. Qui est comme la machine, le vaisseau qui voyage dans le temps dans Chrono Trigger. Je pense qu'il y avait des gros fans de Chrono Trigger dans le studio. Il y a des chances. Mais c'est ça, à part les Easter eggs, il n'y a pas grand-chose de mémorable au sujet de l'histoire, pour vrai. Là. Il y a une guerre entre des dieux. Pour sauver l'humanité, il faut récupérer 3 morceaux pour reformer l'époque. Puis comme dans un épisode de Picsou, il y a toujours quelque chose qui chie à la dernière minute. J'aime beaucoup ta référence à Picsou parce que oui, c'est ça. Tu sais, dans tous les épisodes de Picsou, là, il y avait comme un but pour faire plein d'argent. Là, tout chiait tout le temps, genre à la dernière minute. Ben c'est ça. Dans les RPG, habituellement, tu cours après quelque chose, puis là, non, finalement, il faut aller ailleurs ou comme voler un autre artefact pour récupérer l'artefact après lequel tu cours. Je ne vais pas te couper dans ta lancée, mais est-ce que au niveau du gameplay, ça ressemble vraiment à un Diablo ou c'est plus un RPG plus classique? C'est vraiment un ARPG, donc Action RPG. Donc comme Diablo. Comme Diablo, comme Last Epoch, comme plein d'autres en fait. Divinity. Ouais, c'est ça. Il y en a un autre dont le nom m'échappe, là, qui est quand même assez populaire en ce moment. Le deuxième point négatif, mais qui peut vraiment être excusé, c'est les problèmes de serveur pour la sortie du jeu. Donc, pendant 2 ou 3 jours, le nombre colossal de joueurs, là, qui a piqué à 260 000 personnes, là, ce qui est quand même assez, grand. Donc, c'est ça, 250, 260 000 personnes qui essaient de se connecter en même temps. Ça fait surchauffer les serveurs. Puis, sans surprise, là, je veux dire, même si le jeu a beaucoup de succès, il ne faut pas oublier que EHG, ça reste un studio indépendant qui lance son premier jeu. En considérant que Blizzard a eu des problèmes de serveurs au lancement de leur jeu en ligne, je pense que 3 jours de problèmes techniques, c'est quand même excusable. Donc oui, c'est ça, on s'en va chercher Laurent qui va apparaître tel un Kramer dans notre podcast. Je vais faire les points positifs pour l'instant parce que c'est ça qui nous intéresse. Un point négatif pour l'histoire dont on se fout de toute façon parce que c'est un RPG puis un problème de connexion qui est déjà résolu, c'est quand même assez léger comme point négatif. Puis, si jamais vous voulez commencer à jouer, c'est réglé.
Il n'y a plus de problème de connexion jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, pour les bons points. La version 1.0 a de meilleurs graphiques que la bêta, ce qui est vraiment une surprise. Moi, je n'avais pas d'attente. Je m'attendais à ce que ça soit pas mal la même chose. Mais graphiquement, ça ressemble un peu plus à Path of Exile qu'à Diablo, par exemple. La DA est aussi plus proche du high fantasy très coloré de Path of Exile que du dark fantasy de Diablo. Ce que moi, j'ai quand même apprécié. Donc, Benoît est de retour. Yes. Le gros point positif du jeu, c'est le gameplay puis la mécanique du jeu. Chaque spécialisation de classe, je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière, mais chaque spécialisation de classe a ses propres pouvoirs qui font en sorte que c'est possible de jouer une même classe de 3 manières différentes. Bref, même s'il y a 5 classes, en réalité, il y a 15 types de personnages jouables. C'est quand même fou, ça. Donc, tu peux jouer, par exemple, un personnage de rogue de 3 manières différentes complètement, puis ça va influencer vraiment aussi beaucoup le gameplay avec lequel vous jouez, ce qui est vraiment le fun. Justement, côté gameplay, c'est vraiment le fun. Jusqu'au endgame, vous blastez à travers des hordes d'ennemis avec certains boss qui peuvent causer des petites surprises, mais c'est incroyablement addictif. Pour vrai, c'est du crack. Je vous le recommande. Un autre point positif, c'est au niveau de la qualité de vie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme-là, le terme quality of life, quand on parle de jeux vidéo. En fait, la quality of life, c'est la qualité de vie, on va le traduire comme à Radio-Canada. C'est toutes les petites options dans un jeu vidéo qui fait en sorte que c'est beaucoup plus agréable, puis que ça vous simplifie la vie de jouer longtemps. Quand vous jouez longtemps, Path of Exile, pardon, pas Path of Exile, Last Epoch, c'est un jeu qui en donne beaucoup côté qualité de vie, malgré son prix qui est relativement bas, donc pour 40$ canadiens. 40$, wow. Actuellement. Puis il n'y a pas de Game Pass, il n'y a pas de Battle Pass, il n'y a pas d'expansion pour l'instant, en tout cas, qui a été annoncé. Les options de Quality of Life, c'est vraiment le niveau de customisation qui est fou. C'est-à-dire que tu peux avoir 200 tables dans ton coffre pour pouvoir classer tout l'équipement que tu récupères, pour ordonner tout ça comme tu veux par catégorie. Il y a un loot filter que tu peux customiser. Donc, tu sais, quand tu tues un monstre, il y a des items qui tombent par terre. Ouais. Le loot filter fait en sorte que si tu veux pas voir certains types d'objets, tu peux pas les voir, en fait. Mais pourquoi tu voudrais ne pas voir certains types d'objets? Parce que, mettons, tu es une classe qui a pas nécessaire, qui nécessite pas d'avoir tel type de bot, par exemple. Si tu fais, mettons, un magicien, je dis n'importe quoi, là, qui est spécialisé en magie de glace, tu peux pas nécessairement avoir les staffs avec du feu dedans. OK. Puis c'est... Oui, mais là, attends, là, moi, dans mon temps, on allait tout vendre ça au magasin. On n'avait pas besoin, là. Tu fais du cash? Oui, c'est ça. En fait, Last Epoch fonctionne de manière vraiment différente côté magasin. Là. C'est-à-dire que si tu veux... c'est pas vraiment payant de vendre les artefacts que tu n'utilises pas. Okay. T'es bien mieux de les détruire pour avoir les runes qu'il y a dans l'artefact pour pouvoir booster les équipements que tu as déjà. Donc, tout est basé autour du crafting, en fait, et non pas de la vente ou du commerce, ce qui est vraiment le fun. Donc, ça force à faire plus de calculs sur qu'est-ce que tu gardes pour plus longtemps, qu'est-ce que tu shatter, qu'est-ce que tu détruis pour pouvoir upgrader ton équipement. Et puis, il y a le fameux overlay map que Blizzard a refusé et refuse encore de mettre dans Diablo 4 pour une raison inexpliquée. Il y a la carte en surimpression sur votre écran. Fait que tu peux te promener puis voir où tu t'en vas en même temps, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est tous des petits trucs comme ça qui font que le plaisir de jouer est plus agréable et le temps que vous passez à jouer est beaucoup plus grand aussi. Fait que c'est ça. Je pense que c'est le début d'une belle histoire d'amour avec Last Epoch qui commence. Désolé, Diablo. Et c'est la raison pourquoi tu n'es pas là cette semaine, parce que tu as passé ta fin de semaine
à jouer. Non, c'est ça, Benoît, que j'expliquais en pré-show. En pré-show. J'ai attendu un colis pendant 3 jours chez moi et il vient d'arriver et je suis content. C'est pour ça que je n'étais pas là. Excellent. Ben, merci Gauthier. Merci. En parlant de beaux colis qui viennent d'arriver, c'est Laurent Boutin qui est là. Salut, c'est moi. Je m'attendais pendant 3 jours, puis je suis défectueux. Ah oui, c'est ça. Oui, t'as un petit bum sur ton côté. Ouais. Correct, c'est correct. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais il était mal brassé. Il était bardassé pendant la livraison, mais c'est drôle, quand je suis arrivé en bas, il y a un gars qui s'apprêtait à le piquer. Je disais, hey, attends, tu touches pas à mon Laurent Boutin? Ça fait une semaine, je l'attends. Fait que c'est ça. J'imagine quelqu'un, tu sais, avec un sac. Oui. Ouais. Hey, Laurent, sur son épaule. Tu vois bien Gauthier, là? Je le vois bien. Je l'entendrais un peu plus fort que je serais content. Ah ouais, ok. Ça, par contre, je peux pas booster beaucoup. Ça va être au niveau de tes oreilles. Salut. Non, c'est ça. C'est pour ça que je gossais avec ça, mais je pense que c'est mon son que j'augmente, puis pas le son de mes écouteurs. Je suis un peu fourré. Non, je pourrais gosser ça tantôt, malheureusement. Là, je peux rien faire. Ça va. Je vais porter attention. Parfait. Fait que toi, tu arrives avec quoi? On est déjà à toi parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Il y a un gars qui est venu patcher ici. Fait que, ah ouais? Ouais. Puis il n'est pas venu changer la sonnette, par exemple. Non, il n'est pas venu changer la sonnette. En fait, quand je suis descendu... Il aurait pu faire d'une pierre deux coups. Quand je suis descendu en bas pour aller le chercher, il était comme... Là, je vais pas faire un accent, là, parce que... Mais il dit, là, la sonnette fonctionne pas. Je suis comme... Non, la sonnette fonctionne pas. Puis il avait l'air un peu comme désespéré parce que je pense qu'il connaît affectueusement bien mon propriétaire depuis un bout de temps. Il sait comment ça marche. Puis voilà. Fait que, mais il était très, très, très aidant. Mais là, la sonnette, je pense pas que c'est de son ressort. Oui. Quand même, les jobbers de tes proprios, ils sont comme bonne chance avec ça. Ben, lui, il était correct, là, tu sais, puis il connaissait le père, en fait, du proprio. C'est comme ça qu'il a connu mon proprio. Puis, tu sais, l'affaire de souris ici, mais là, il me disait, là, il va traiter dans le sous-sol. Je dis, ben, je sais pas. Je peux lui dire, moi, il parlait, je vais le convaincre, moi. Pour vrai, ces jobbers-là, j'en ai eu dans plusieurs apparts où j'ai habité. Là. Ouais. Ces jobbers-là, ces messieurs-là d'un certain âge qui font tout, là, crissement efficace. Hey man, ce gars-là, il me disait, j'ai 72 ans, puis pour vrai, il avait pas de l'air de 72 ans. Là. Puis c'est quoi ton truc? Il dit, il faut que tu restes actif. Je suis comme, ça part mal. Rester? Tu veux dire? T'es actif, Benoît, là. Ah ouais. Tu t'entraînes à tous les jours. 5 jours semaine. Ouais, je continue. Mais il faudrait que je fasse des poids à la maison. Parce que j'ai des petits bras chétifs. Il faudrait que j'arrange ça. Ouais. Tu peux faire du calisthénique. Oui, j'ai regardé un peu sur Internet, c'était quoi, puis j'étais comme... Quoi? C'est que tu utilises ton corps comme poids, en fait, pour faire des exercices. Comme faire des push-ups, c'est un exercice calisthénique. Ouais, c'est vrai que ça te prend pas d'accessoires. Ça te prend pas d'accessoires, mais c'est rough. C'est rough sur le corps. Ouais. Je sais pas. On va arrêter de parler de ça. Oui. J'ai vu une nouvelle, étonnamment, c'est sur THR, des Hollywood Reporter, mais c'est une nouvelle de comics. Ah. Oui, ils en mettent quand même beaucoup. Ils ont une section qui s'appelle Eat Vision de THR qui est dédiée à leurs nouvelles plus liées à la culture pop. Mon Dieu, j'avais mal compris, j'étais comme manger, vision. Non, pas eat dans le sens EAT. J'étais comme H-E-A-T. Je me suis rendu, c'est une grosse journée. C'est bon, c'est correct. Moi aussi, ça a été rough. C'est une nouvelle qui parle de EC Comics, c'est-à-dire l'éditeur historique qui a existé de 1944 à 1956 et qui s'est fait fermer en pleine période de McCarthy et de chasse aux sorcières de comics parce que c'est l'éditeur qui était derrière les bandes dessinées mythiques Tales from the Crypt, Weird Science, Two-Fisted Tales, donc qui a créé tout un... C'est moi qui ai fait ça? Non, c'est correct. Qui a créé tout un genre de bande dessinée d'horreur ou de guerre ou de science-fiction un peu edgy qui les gens avaient beaucoup peur que les enfants se mettent à virer crackpot et à tuer des gens pour vrai. Fait que ça l'a fermé, mais c'est néanmoins resté très mythique. Là. Il y a eu beaucoup de rééditions depuis des auteurs vraiment comme importants et mythiques qui ont travaillé là-dedans. Puis là, EC Comics revient. Oui, sous forme de POG. Sous forme de POG ou sous forme de nouvelles séries qui seront publiées chez Honey Press, qui est comme un indépendant dont on parle pas beaucoup, mais qui est quand même steady depuis longtemps. Là. Je pense que leur gros hit, c'est définitivement Scott Pilgrim, mais ça fait quand même plusieurs années qu'ils roulent. J'aimais bien, c'était aussi Queen and Country. Good times.
on annonce 2 séries dans l'esprit AC Comics et sous la bannière AC Comics parce qu'on s'est entendu avec les compagnies qui étaient les ayants droit maintenant. Le fils, en fait, de l'éditeur d'origine, celui qui possédait AC Comics, aussi entendu. Oui, c'est ça. C'est celui qui il est pas jeune. Là, il est pas, non, c'est sûr que non. Mais il s'est entendu pour qu'il y ait des nouveaux comic books. C'est nice. Fait que là, 2 séries sont annoncées pour l'instant. En juillet, on aura Epitaphs from the Abyss. Au mois d'août, on aura Cruel Universe. Ça restera anthologique. Donc, c'est-à-dire des histoires courtes de genre. Puis le but, c'est pas tant d'être nostalgique, c'est-à-dire de ne pas singer ce qu'on faisait dans les années 50, mais de garder l'esprit innovateur qui était derrière et edgy et de réflexion. Donc, de continuer à faire ça. Il y a déjà une couple d'auteurs d'annoncés, c'est-à-dire au scénario, il y a quand même Jason Aaron, Brian Azzarello, Matt Kind, quand même des gros noms. Au dessin, j'ai connaissé un peu moins un gars qui travaille sur Iron Fist, puis une couple d'affaires. Lee Bermejo au cover, G.H. Williams III aussi. Fait quand même, 2 très bons artistes. Ben, c'est ça, fait que ça risque quand même d'être un produit intéressant. Là. Je suis quand même curieux de voir ça. Puis je suis quand même. Ça manque dans le climat actuel, je trouve, ce genre de trucs anthologiques de qualité. Oui, parce que souvent, en fait, l'anthologie, c'est hit and miss. Hein. C'est soit si tu réussis à faire une histoire qui se complète, qui se tient bien pendant un comic, puis c'est tigidou, ou tu fais un genre de truc hyper cliché que les gens ont vu comme plusieurs fois avec une fin ambiguë, qu'on est capable de venir voir depuis le début de l'histoire. C'est un des deux. Là. Ouais, mais comme Gauthier qui parlait du retour de Métal Hurlant l'autre jour aussi, j'ai l'impression que c'est le genre de truc qui va naviguer dans ces eaux-là, c'est-à-dire de reprendre une franchise qui a été qui a changé la game, mais de pas s'asseoir là-dessus, justement de réactualiser mais tu l'as bien dit, je pense que le but c'est pas juste de recréer. T'sais, le côté vintage est vintage parce que c'était la mode de l'époque, mais on peut pas juste s'asseoir là-dessus pour jouer sur la nostalgie. Il faut qu'on essaie de réinventer un peu la sauce. Je suis quand même content que ça soit... Je les aime, là, les vieux ici. Comme moi je suis content. Je veux dire, il y en a eu des rééditions. Là. C'est cool qu'on essaye d'updater ça en 2024. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de réimpressions, il y a beaucoup de rééditions au fil des années, mais c'est la première fois depuis 70 ans qu'on a des histoires originales. Puis donc, c'est pour ça qu'il y a des gars comme Ryan Azzarello, des Jason Aaron, je pense que ils sont allés chercher des noms qui font écho dans l'industrie du comic book. Et donc, c'est un bon départ. Donc, c'est publié par Unipress, il faut le dire aussi. Là. Tu l'as spécifié. Oui, c'est ça. Mais c'est l'étiquette ici Comics qui revient. Voilà, il y a un genre de partenariat. J'ai quelque chose d'un peu en bande par la bande avec ça, Laurent, parce que Jason Aaron, il y a 2-3 semaines, peut-être même un mois, on avait dit qu'il allait reprendre le flambeau de la série de Teenage Mutant Ninja Turtles du côté de IDW Publishing, qui a perdu quelques franchises dans les dernières années. Donc, c'est la dernière qui reste d'ailleurs d'importance, si on veut. Il reste Star Trek, par contre. IDW a encore Star Trek. Comment j'ai fait pour oublier Star Trek? Mais le volet comics de Star Trek n'est pas tant que ça actif, me semble. Non. De quoi tu parles, toi? Oui. Attention, il y a deux séries en ce moment en tandem qui. Mais comparé aux Transformers, il y en avait genre 8. Oui, on s'entend, mais c'est des publics cibles différents, Laurent. Tu peux pas mélanger du lait puis des pommes puis des oranges. C'est ça, des petites malades. Des bananes. Vous saurez que ça existe des salades de fruits, là. Je peux très bien mélanger tout ça. Mais tout ça pour dire que tu diras ça à François Legault. Jason Aaron, qui va faire Teenage Mutant Ninja Turtles, qui va faire en juin, je pense, le premier numéro, en tout cas, il va travailler avec IC Comics, va aussi travailler sur une nouvelle série qui est la suite de Berserk, le fameux comic book qui a été co-créé par Keanu Reeves, puis genre 4 autres dudes au scénario, qui va avoir une série en prequels. D'ailleurs, on peut voir la pochette, là, c'est un hommage à Frank Frazetta, tu sais, le fameux cover où est-ce que tu as un cheval avec un chevalier dessus. Ben là, c'est le personnage de Berserk, le personnage principal dont l'apparence est basée sur Keanu Reeves, qui est assis sur un cheval parce que ça va se passer dans le Far West. Hein? C'est un prequel parce que c'est un éternel, hein, un genre d'immortel, le personnage. Je pensais que Berserker, ça se passait au Moyen-Âge.
Ça se passe à plein de périodes. Il a tout vécu. Attends, c'est pas un prequel, donc on va plus loin dans le temps. Moi, j'ai pas lu, fait que je... Ben, moi non plus, je me fie à un cover. Il avait l'air d'avoir une épée, c'est ça. Ouais, mais je suis peut-être dans le champ. Je pense qu'il était rendu à notre époque. Là. Écoute, j'ai pas suivi. Là. C'est peut-être juste un geek d'épée. Ouais, c'est ça existe. C'est qui va dans des Comic-Con s'acheter des épées. Ça se peut. Donc, la série va s'appeler Berserker. A face full of bullets. J'ai quand même trouvé ça très pas mal nice. Sorti en juin. Et comme je l'ai dit, ici Comics, puis Teenage Mutant Ninja Turtle qui a été annoncé il y a un mois de ça. Avant que je l'oublie, je ne l'ai comme pas passé sur silence le décès d'une femme importante qui a marqué l'industrie du comic book américain, qui est décédée à l'âge vénérable de 97 ans. Récemment, le nom de la dame, c'est Ramona Fradon, qui a marqué l'industrie du comic book. Elle a travaillé entre autres sur Aquaman. Elle a co-créé le personnage de Métamorpho dans Brave and the Bold en numéro 57 en janvier 1965. Donc ça fait quand même un bon bout de temps. Elle a lancé après une run de 17 numéros qui a marqué le personnage. Il y a aussi un livre qui est disponible sur son art qui s'appelle The Heart of Ramona Fradon. Les chances sont que vous avez déjà vu son art utilisé dans plein de trucs, mais que vous ne saviez pas que c'était elle. C'est une des rares femmes qui travaillait dans l'industrie du comic, surtout dans ces années-là. C'est principalement encore un milieu d'hommes, quoique ça commence à changer, mais à cette période-là, c'était quasiment inédit. Puis d'ailleurs, son nom a influencé le nom du personnage de Ramona Flowers dans la série Scott Pilgrim. Donc c'est un petit hommage à ça. Elle venait de prendre sa retraite en janvier dernier. J'ai vu ça, elle a pris sa retraite à 97 ans. 97 ans, puis elle est morte, décédée 2 mois plus tard. Isn't it ironic? Don't you think? Don't you think? Comme le Patcher a dit tantôt, il a dit tant que tu travailles, c'est ça qui te garde jeune. Fait que peut-être qu'il y avait une piste de solution là-dessus. Elle devait aimer sa job. Ben oui, tu travailles pas à 97. Tu dessines pas à 97 ans si t'aimes pas ça. Je m'excuse. À moins que tu aies fait des très mauvaises décisions financières au cours de ta carrière. Là, ou que t'es tombé malade une fois aux États-Unis. Oui. Je sais pas. C'est vrai, hein? C'est ça qui... Puis une fois, en 1936, je me suis cassé un bras. J'étais encore en train de le payer. Ben, t'as vu au début de la COVID, il y avait un des gars qui, tu sais, qui avait été sorti genre de l'hôpital comme 1 mois et demi, 2 mois, je sais pas combien de temps après, puis il devait 1 million de cucs à l'hôpital. Comment tu fais? C'est impossible. Là, tu peux pas... C'est comment tu fais? C'est débile. Ben, t'espères avoir des bonnes assurances. Ben, s'il y en avait, c'est ça l'affaire. Tu fais faillite. Tu fais faillite. Sinon, t'as pas le choix. Puis là, sûrement repogné, c'est après Omicron. Alors, c'est ça. Donc, c'était ça mon petit côté, petite nouvelle comic book. On va y aller. Gauthier, on va prendre juste un moment. Peux-tu, pour vrai, me booster un peu ton son? Parce que moi aussi, maintenant que Laurent est présent, j'ai de la misère à t'entendre. Là, j'ai peur de chier. On va le faire. On va être correct. Là. On va regarder. Vas-y. Entendez-vous? Continue. Encore. Ça change pas pantoute, d'après moi. Tu tournes pas pantoute la bonne affaire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, c'est bon, ça. 1, 2, 1, 2. Ouais. Ah ouais, vas-y. Ouais. Ou parle plus fort. C'est bon, ok, ça va être correct. C'est parfait, ça. OK. C'est des podcasts vérité. On va le garder. OK. Ouais, c'est ça. Ça, c'est-tu correct? On va le garder pour l'instant. C'est beau. J'aime ça, moi. Juste peur de buzzer, c'est pour ça. Tu buzzes pas, je vais te le dire si tu buzzes, inquiète pas. OK. Ouais. C'est-tu correct? Ouais. On continue, on embraye. On va voir. Je peux pas te le dire si tu parles pas. Alors, est-ce que tu veux que je fasse une nouvelle? Ben oui, bien sûr. C'est pas ça que c'est à toi. Alors que le Japon a annoncé qu'il va lancer un satellite biodégradable dans l'espace en bois. Avez-vous entendu ça? Non, c'est fou. Hein? Non. Le Japon va lancer un satellite en orbite en bois. En bois de magnolia. Hein? Oui, c'est fou, hein? C'est comme dans Saga. Oui. Ouais. Oui, Ou dans comme un vaisseau, c'est un arbre jaune. Ah, ben oui, c'est vrai. Ou le traitement de David Fincher, son film de Alien qui n'a jamais vu le jour. La planète était supposée être en bois. Ah ouais? Ah, ben oui. Ouais. Fait que, ben c'est ça. En fait, c'est pas nécessairement pour imiter Saga que les Japonais ont fait ça. C'est avant tout pour éviter de polluer encore davantage l'atmosphère. C'est parce qu'il y a beaucoup de détritus de satellites autour de la planète Terre. Et ça m'a fait... ça m'a donné envie de vous faire une suggestion de BD qui est dans la lignée de Frontier. Ouais, la BD dont tu as parlé. Guillaume Saint-Gelin, dont on parle depuis quelques temps au Mystérieux Étonnant. Puis on a vu sur Discord que plusieurs personnes avaient besoin de ce genre de proposition de lecture-là, un peu plus lumineuse. Oui. Alors, je vous propose un manga qui ressemble un peu à Planète aussi. Planète, qui est un manga dont on a parlé déjà ici, il me semble.
Oui, je l'avais parlé quand je l'avais enfin fini. Quand il y a eu la nouvelle réédition qui est sortie. Voilà. Donc, c'est pas une nouveauté dont je vais vous parler, mais c'est une série que j'ai trouvée dans une boutique à Angoulême qui était recommandée par un des libraires là-bas. Ça s'appelle La Cité Saturne de Isae Iwaoka. Est-ce que tu connais ça, Laurent? Je me rappelle d'avoir lu le premier quand c'était sorti il y a de cela vraiment longtemps, un bon 10 ans. Je pense que c'est une série qui date de 2006. J'étais pas loin. Mais c'était bon, il me semble. J'avais pas continué, mais c'était vraiment une bonne ambiance. Hey, 2006, ça va faire presque 20 ans. Ça va faire 20 ans, ouais. Donc, c'est l'histoire de Mitsu, un jeune garçon qui, après avoir gradué de l'école, commence à travailler comme laveur de vitres, mais à l'extérieur d'une station spatiale qui fait le tour de la Terre. Donc, on est dans le futur, on est dans un univers où la Terre est une espèce de réserve protégée, donc il n'y a plus d'humains qui habitent là. Tant mieux. L'humanité... Tant mieux. C'est ça, tant mieux. Bon débarras. Donc, l'humanité habite maintenant autour de la planète dans une espèce de station spatiale qui fait toute sa circonférence. Mais c'est pas le point central de l'histoire. Ça, c'est vraiment juste l'espèce d'environnement dans lequel l'histoire se déroule. Parce que le récit s'intéresse avant tout au parcours personnel de Mitsu dans son nouveau travail. Donc, il y a une relation complexe avec son travail parce qu'il prend la relève de son père qui est disparu mystérieusement. Attends, t'en as déjà parlé de ça se peut-tu? Je sais pas. Je suis sûr que tu as déjà parlé de cette bande dessinée-là. Ça me dit énormément quelque chose. Moi, ça... Ouais, il vient de l'acheter en Angoulême, c'est je pense impossible. pas, mais il y a quelqu'un qui a parlé de ça récemment où j'ai halluciné. J'ai vraiment un déjà-vu, là. Excusez-moi, la matrice vient de boquer. Ouais, peut-être que c'est ce qui est arrivé. Excuse-moi, tu peux continuer. Ben non, c'est correct. Donc, c'est ça. Le père de Mitsu est disparu mystérieusement quand il avait... Lui aussi, c'est un laveur de vitres. Puis, on sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé avec. Puis, Mitsu a comme de la difficulté à accepter que son père est parti. Il a l'impression qu'il s'est fait abandonner par son père. Donc, à travers comme les différentes rencontres que ce petit gars-là va faire, on en apprend plus sur l'histoire de son père, puis sur ses collègues, mais aussi sur la vie quotidienne qu'il y a dans la station, les différentes castes qui existent, puis les inégalités qui accompagnent cette coexistence-là en différentes castes. C'est comme une espèce d'adaptation futuriste du mythe de Sisyphe, où justement, on parle beaucoup du travail qui est jamais fini, puis du bonheur qu'il faut comme réussir à avoir en faisant un travail qui n'est jamais terminé. Ouais, c'est le fun. C'est ça. Si vous avez aimé Frontières puis Planète, je vous le recommande fortement. C'est comme super zen. C'est pas downant. C'est vraiment très, très lumineux. Puis un petit peu poétique, un petit peu réflexif. C'est vraiment vraiment. Est-ce disponible au Canada ou tu l'as pogné juste en Angoulême? Puis, Non, c'est édité chez Kana, là, qui est comme la maison d'édition de manga. Un numéro? Puis, je pense, Delcourt. Je me rappelle plus. Darko. Le D que j'avais pas dit. C'est une série de 7 tomes. Pas si pire. Pour un manga, c'est très bien. Ouais. Rappelle donc le titre, s'il te plaît, Gauthier. La Cité Saturne. La Cité Saturne. Allez demander ça à Laurent. Il va être très content de vous charger trop cher pour. 48 piastres. C'est ça les prix, hein, l'inflation. L'inflation. Ouais. Vas-y donc, mon Laurent. Faut que je paye mon augmentation de loyer. T'en as-tu? T'as eu combien, toi? 55. Tabarnak, quand même, hein? Ouais. Qu'est-ce qui justifie ça, genre l'inflation? Je vais demander parce que c'est plus que le 4% qui est préconisé par Protégez-vous, puis il n'y a pas grand travail qui est fait pour justifier ça, fait que on va aller creuser ça. Moi, j'ai eu un beau 30%. Un beau 30%. 30%? Non, $30 de plus. Puis finalement, comme, c'est vrai, l'année passée, je dis, j'ai pas augmenté. Un petit cas, c'est correct? Ouais, ok, c'est correct. Même si légalement, t'aurais dû me le dire il y a 3 mois, parce que moi, mon bail est renouvelé en avril, mais c'est correct. Ah ouais? Ouais. Mais lui, il fait ses règlements pas mal, je pense qu'il faut. Bon. Au moins, il t'a négocié ça vers le bas. Ouais, c'est correct. Mais puis en passant, c'est ça qui est supposé driver l'augmentation. C'est supposé être les travaux dans l'appartement, right? Pas comme juste pallier aux taxes, non?
Ben, supposé être un amalgame des deux. Mais... Un mélange de tout ça. Hey boy, OK. C'est ça, ouais. Uh-huh. Encore faut-il qu'il y ait des travaux pour, tu sais. Et moi, c'est du patchage. Là. C'est rare. J'ai jamais vu de travaux. Ben, au moins, toi, t'as du patchage. Ah ouais? on se lance-tu? Est-ce qu'on s'achète une coop? Ben... Ah, ça coûte cher, cette affaire. Je sais. Puis on risque, à la fin, on va tout être en Oui, mais ça coûte cher, pas une coop aussi. T'sais. Ben, c'est ça. Là, pour vrai, aujourd'hui, à un moment donné, j'ai parlé à Johan, notre ami Johan, de RKSS, parce que j'étais comme, hey, dude, je suis en train de faire de l'anxiété. Genre, comme, je demande à 60 cucs, 70 ans, genre, je vais vivre où, moi, là? Dans une tente au parc. Il y a des chances. RPA, là. Une belle RPA. Une belle RPA. Ben oui, celle qui ferme en ce moment, d'ailleurs. Ouais, à 3 mois d'avis. À chaque semaine. Sacrement. Qui ferme. Ben oui. Ou sinon, peut-être qu'il restera des maisons de chambre où les chambres n'ont pas de fenêtres. Ben, écoute, je veux pas critiquer les maisons de chambre, là, mais ça me tente tellement pas de faire les jours là-dedans. Là. Je comprends. Ben non, mais personne... Oui, c'est personne va là parce que ça leur tente. Là. Non. C'est le dernier recours avant la rue, là, habituellement. Ben, c'est ça, tu sais, moi, avec ma nouvelle job, il y a plusieurs parcours qui amènent éventuellement à la rue et l'itinérance. Fait que des fois, une série de bad luck fait que, tu sais... En tout cas. Ouais. Il n'y a pas la peste, Benoît. Il n'y a pas la peste. C'est ça, on va voir. Encore. Pas encore la peste. Pas encore la peste. Il y a un gars qui a pogné la peste de son chat il y a 2 semaines, 1 mois de ça. Ah ouais? Ah, ouais, il se fait mordre par son chat puis il a pogné la peste. Mais non. Oui. Aux États-Unis. Oh. Mais la ça s'appelle la peste. Oui. Je savais que tu pouvais pogner de quoi d'une morsure de chat. Mais... Ben, tu peux pogner plein d'affaires de morsures de chat, mais tu peux. Lui, il a pogné la peste. Mais il y a des retours réguliers de la peste. Là, de temps en temps, c'est cyclique, là, mais. Si, boulot. Ouais, c'est le fun, hein? On tient à peu de choses, hein? C'est un miracle qu'on soit rendu pour là vrai, en tant qu'espèce. Pour vrai, tout tient avec de la gomme puis du tape. Ouais. C'est juste ça. Fait que je vais vous parler... OK. C'est joyeux. Je suis allé voir un film. Je vais vous le suggérer en essayant de vous en dire le moins possible dessus parce que je savais absolument rien de ce film-là. OK. Puis ça a vraiment été une expérience over the top pour moi. C'est quoi le nom du film? Ça s'appelle Le Successeur. Ça vient de sortir. Le réalisateur, c'est Xavier Legrand. C'est une production franco-québécoise qui met en vedette Marc-André Grondin et Yves Jacques. OK. Ouais. Déjà en partant, c'est 2 grosses pointures. C'est quand même. Fait que c'est pour ça que je suis allé un peu blanc. On m'intéresse au cinéma québécois. On va aller voir c'est quoi. Puis je sais pas, j'avais vu des images, ça avait l'air d'être Marc-André Grondin dans l'enfer de la mode. Je suis comme, pourquoi pas? Le film a commencé, c'était un peu ça, mais pas vraiment. Ça avait l'air de s'enligner sur un film québécois où, avec ton père est mort, ton père que tu parlais pas beaucoup, tu sais. C'est brun. Beaucoup de plans à proximité d'un lac. On regarde l'horizon. Ça va être dans cette famille-là. Tu sais, je suis pas encore tanné. Je vois que c'est une thématique qui est récurrente, mais je suis pas encore tanné. Mais, écoute, Marc-André Grondin vit en France dans le domaine de la mode. Son père, il meurt, il vient ici régler ses affaires, puis il tombe des affaires sur lesquelles il était pas prêt. Okay. Puis moi non plus en tant que spectateur. Et il s'ensuit un esti de bonne heure et demie de tension, d'une intensité incroyable. Oh. Et de mauvaise décision, genre pire que Uncut Gems, mettons. Là, comme tu regardes ça, t'es sur le bout de ton siège, puis t'es comme, genre, je suis fâché après les décisions que tu prends, genre. C'est pas peu dire, parce que Uncut Gems, t'as le goût de pogner Adam Sandler par la gorge, puis de le tapasser. Là. Ben, c'est un peu le même feeling. Genre, le propos est pas le même, mais le feeling est pareil à un point tel que de monnaie, j'étais comme, je trouvais... J'ai comme décidé de prendre ça comme une joke parce que j'étais comme sinon je suis trop fâché. Mais ultimement ça marche, tu sais, si tu le prends vraiment comme une série de mauvaises décisions comme ça. J'ai vu en ligne là, des gens qui étaient comme fâchés à un point que c'est genre ça devient une incohérence scénaristique pour eux, mettons là. Mais je suis comme il y a quand même des motivations qui justifient ça. Je suis pas d'accord, puis c'est de toute évidence pas les bons choix à faire, mais je le comprends, puis rendu là, je trouve que ça marche.
Puis il y a bien du monde dans la vie là, qui font des mauvaises décisions puis qu'on n'est pas d'accord avec. C'est ça. Mais fait que ça devient 1h30 de regarder un gars se peinturer dans le coin de façon épouvantable. Mais honnêtement, je le suggère vraiment. C'est vraiment toute une ride que je trouve qu'on n'est pas habitué de voir dans notre cinéma québécois. Puis c'est ça, je veux pas en dire plus. Tu l'as-tu vu dans le cadre du Festival Québec Cinéma? Non, parce que, tu sais, ils reviennent un peu sur l'année Québec Cinéma. Puis là, c'est un film qui est sorti en salle, ça fait genre 2 semaines, là, je pense. Fait que, honnêtement, je le suggère. Je ne suggère pas de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire faire un double bill puis d'aller voir avant ça le très beau film, nouveau film de Wim Wenders qui a tourné au Japon, qui met en scène un petit monsieur qui prend son temps, qui lave des toilettes publiques au Japon. C'est un documentaire ou c'est pas un documentaire, c'est comme un genre de film sur trouver son bonheur dans les petites choses et dans les actes du prolétariat, mettons. Ouais. Mais il avait été financé. Il était supposé d'être un documentaire au début. Puis le réalisateur, il est comme allé voir les gens qui produisaient le film. Puis il a dit non, mais on va faire une fiction finalement. Il a fait La vie bien heureuse de Léopold Z. Parce que c'était supposé être un documentaire sur des ménagements. Fait que déneigement. J'ai vu ça. Puis c'est un film qui est très, très doux et confortable. Puis là, on s'est dit, on va faire un double bill tant qu'à être au cinéma. Puis si vous faites le double bill, faites-le à l'envers de nous parce que le doux est confortable. On l'a gardé une bonne demi-heure avant d'être vraiment sénère. Fait que je suggère de faire ça à l'envers. Parlant d'opération, pas opération, mais de Québec Cinéma, il y a Opération Berdocina, je crois faire un live demain. Le 27 sur Michel Côté. Donc, c'est gratuit. C'est au Café de la Cinémathèque. Non, pas le Café de la Cinémathèque, mais ils font comme un genre de café-bar là, en plein milieu de la Cinémathèque. C'est plus dans la salle expo au rez-de-chaussée. Exactement, c'est ça. Fait que il y a comme un genre de cabaret, puis tout ça. Puis demain, ils vont, Opération Berdocina, je vais faire une émission spéciale sur Michel Côté. Puis avec des gros invités, il me semble. Oui, j'ai pas noté les noms, malheureusement. Moi non plus, mais il me semble que j'étais impressionné. Ouais. Non, ça va bien leur affaire. Je vais y aller moi-même aussi. J'ai oublié de te dire un truc tantôt pour Jason Aaron, parce que j'avais écrit malheureusement mes notes sur une deuxième page, mais juste vous dire aussi qu'annoncé en plus de sa série de Teenage Mutant Ninja Turtles, de sa participation ici Comics et à sa participation à la prochaine série de Berserker, il va être le scénariste d'un one-shot qui en fait est dédié au personnage de Uncle Scrooge. Uncle Scrooge and the Infinite Dime. Donc, c'est Uncle Scrooge qui est à la poursuite de son double à travers un multiverse. Donc, c'est une publication de Disney. Par le passé, je sais que Disney a fait affaire à d'autres maisons d'édition pour publier leurs personnages, mais là, ils vont vraiment publier ça avec Marvel Comics. Donc, c'est Jason Aaron qui écrit l'ensemble des histoires. Puis, il y a plusieurs artistes... Oui, l'ensemble. Il y a plusieurs artistes qui se joignent aux histoires qui vont être racontées dans ce one-shot-là. Et la couverture, une couverture alternative qui est faite par Alex Ross. Et ma foi, le mix... Alex Ross qui dessine Picsou. Oui, le mix Picsou cartoon avec Alex Ross fonctionne, ma foi, très bien. On va aller le checker tout de suite. Je suis assez inusité. OK, on a beaucoup trop parlé de Picsou cette semaine. Là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de quoi dans l'air. Le zeitgeist. Ouais, il y a de quoi dans l'air. On a parlé de Picsou. Avant que tu arrives. Avant que tu arrives, on parlait de Picsou. Pendant que tu faisais un Kramer. C'est ça, avant que tu arrives, quand tu as sonné. Juste avant, sinon, c'est ça, j'ai une autre nouvelle liée au comic book, puis je pense que Gauthier, tu l'as peut-être vu passer, mais ça parle d'un de tes auteurs de bande dessinée actuels préférés, James Tynion IV, qui a écrit The Nice House on the Lake, il a écrit Department of Truth, on a parlé de ses BD quelques fois à l'émission. Something is Killing the Children, également. C'est un gars qui a fait autant, qui a travaillé autant pour les majors comme DC. Il a fait beaucoup de Creator Own aussi, et surtout dans le Creator Own en ce moment. Et là, il vient de lancer sa compagnie à lui, une maison de production qui s'appelle Tiny Onion, qui est en fait un jeu de mots sur son nom de famille, parce que c'est Tynion, et les gens souvent disent Tiny Onion. Et donc, c'est assez spécial, là, parce que, tu sais, je lisais les nouvelles, puis il y a eu une très belle couverture quand il a lancé sa compagnie. Ils ont parlé de lui sur, entre autres, je pense, THR en a parlé, mais Forbes a fait un article sur le lancement de son entreprise. Et ça a l'air d'être une compagnie all-dress. OK? Quand je parle d'all-dress, c'est qu'on parle de autant de création d'emballage, de marketing, de promotion multiplateforme, de nouveaux créateurs et de leurs œuvres, donc pas juste les œuvres de James Tynion IV.
Puis, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est prendre leurs ressources à l'interne, les connaissances qui ont été accumulées par James Tynion dans les dernières années, et d'accompagner en quelque sorte les auteurs dans la création de livres qui vont après aller magasiner les publishers pour pouvoir les publier. Il insiste que c'est pas une maison de production, c'est vraiment une maison pas une maison, excuse-moi. C'est pas une maison d'édition, mais vraiment une maison de production. Mais je serais pas surpris qu'éventuellement ils fassent le saut si ça commence à s'élargir, puis c'est intéressant. Donc, par exemple, si vous êtes un nouvel auteur qui travaille avec James Tynion, ben, on pourrait comme packager, faire le livre, la mise en page, vous accompagner là-dedans, puis après magasiner, si vous voulez, les maisons d'édition qui pourraient vous publier. C'est comme ça que je l'ai compris. Puis éventuellement, ben, ils veulent étendre un peu leur service aux IP, les fameuses franchises. Comme tout est une franchise maintenant, donc développer des BD qui pourraient être éventuellement adaptés pour le cinéma, la télévision et même le jeu vidéo et l'animation. C'est assez intéressant. Il y a une compagnie qui a financé l'initiative qui s'appelle Lyrical Media. Ils ont fourni un petit budget dans les 7 chiffres. Puis maintenant, James Tynion a sa maison de production et j'ai hâte de voir ce que ça veut dire concrètement. D'ailleurs, aujourd'hui, exceptionnellement, ils ont sorti une entrevue avec James Tynion au podcast Last Podcast on the Left, qui est un podcast sur le true crime que j'aime beaucoup. Puis un show sur deux, il y a un show plus relax, mais cette fois-ci, c'est une entrevue vraiment exceptionnelle, hors série. Puis c'est pour correspondre avec le lancement de son entreprise. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur lui, sur sa carrière, et il mentionne rapidement la production, ou l'ouverture plutôt de sa maison de production. Last Podcast on the Left, l'épisode de cette semaine de lundi, aujourd'hui, 26 février 2024. C'est avec lui. Donc, c'est 1 heure, c'est très intéressant. Fait que c'est comme si c'était un studio, finalement. C'est un studio, ouais, c'est ça. C'est comme un studio, mais plus formalisé, si tu veux. Un studio qui travaille vraiment sur des titres en particulier. Des titres en particulier. Avec des artistes. Exactement. Puis accompagne des artistes. Puis j'imagine qu'ils se prennent une cote. Là, tu vois, en ce moment, ils travaillent avec Dark Horse Comics. Puis éventuellement, il va y avoir pas juste les propriétés de James Tynion, mais d'autres. Mais c'est genre Studio Lunac. Ouais, c'est genre comme Studio Lunac. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Genre Studio Lunac, mais qui fait pas de t-shirt d'Assassin's Creed pour on dire c'est fin de mois. Puis des ceintures, des choses comme ça. Mais écoute, sinon, c'est une très bonne idée. C'est juste que de la manière qu'il décrivait, ça avait l'air, une formule très all-dress, très optimiste. C'est moins focusé, ouais. C'est vraiment dans le concret quand ils vont commencer à outputter du matériel, je vais pouvoir dire ok, c'est ça que Tiny Onion fait, mais pour l'instant c'est un petit peu on va un petit peu dans toutes les directions. Vide. C'est une coquille vide. Ben, c'est pas une coquille vide, mais ça peut être un peu tout et rien à la fois. Là. Ouais. Quand tu dis je veux publier de la bande dessinée, mais en même temps je veux développer des films puis ce genre de choses-là. Il faut que tu aies les reins solides en crise. Faut que tu aies du monde dans ton équipe qui connaissent leur matériel aussi, qui connaissent l'industrie. Ça me fait un peu penser à Skybound en quelque sorte, mais sans être Skybound. Mais Skybound, c'est aussi sont aussi leur propre publisher, sont leur propre maison d'édition, parce qu'ils sont sous Image. C'est un peu un mélange de tout. D'ailleurs, pour l'entrevue qu'il vient de donner, James Tynion de Fort avec Last Podcast on the Left, il parle des adaptations de Something is Killing the Children pour la télévision, du côté de Netflix, et l'éventuelle adaptation de Department of Truth, également en télésérie. Est-ce qu'il va continuer là, à la faire? Là, Ils viennent d'annoncer qu'il va y avoir un nouveau numéro qui va sortir prochainement, qui se passe en 1963. Okay. Donc, je pense que ça a l'air d'un prequel au Department of Truth. Ben oui, parce que un des personnages principaux, c'est Lee Harvey Oswald. Yes. Oui. Ouais. Donc, l'année fit. Oui, on retrace un peu probablement. Mais là, c'est parce je ne veux pas spoiler la BD pour les gens qui n'ont pas écouté notre épisode là-dessus, là, mais il y a un lien par rapport à ce personnage historique important. Je pense que c'est une des séries que tu as beaucoup aimé, toi, Gauthier. Ouais, j'ai adoré ça. Ouais. J'ai lu de 1 à 17. Là. J'ai pas lu... Je pense qu'ils sont rendus à 22 en ce moment. Fait qu'il m'en manque. J'ai pas tout lu. T'as pas acheté l'édition complète? Parce qu'il y a une édition complète qui existe. Ben, le hardcover volume 1, là, c'est de 1 à 17. Ok, non, il y a un volume qui existe, c'est le complete. Vraiment l'ensemble. L'ensemble de. L'ensemble? Ouais. Ok. Non, j'ai pas ça. Je l'ai derrière moi. Mais... Ok. Vas-y donc, Gauthier.
Je peux peut-être vous harceler encore avec les classes de maître qu'on va faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean du 14 au 16 mars prochain. Ça s'en vient vite. Parce qu'il reste encore de la place pour s'inscrire aux classes de maître qui vont avoir lieu je pense que c'est la dernière journée, donc le 16 mars, au cégep de Chicoutimi. Donc, il va y avoir Jimmy Beaulieu, Caroline Brault, moi et Olivier Carpentier qui vont faire les classes de maître sur toutes les étapes, en fait, pour faire de la bande dessinée. Donc, du scénario jusqu'à l'ancrage de votre bande dessinée. Donc, on a vraiment hâte d'aller faire un petit tour au Saguenay. Ça va être une super belle expérience, d'autant plus que on participe aussi à un quiz BD qui a été très influencé par le travail de notre cher collègue Laurent Boutin, d'ailleurs, qui avait déjà fait ça dans le cadre du Festival de BD de Montréal. Mais là, j'ai dit aux gens... Non, c'était comme une affaire avec les journées de la culture. Qu'est-ce que tu avais fait? Je comprends pas. J'avais animé un quiz sur la bande dessinée québécoise à la demande de nos amis qui étaient jadis chez Mécanique Générale. Oui, c'est ça. Il y avait Renaud aussi qui avait participé avec toi à la confection de ce quiz-là. Donc, c'est ça. On refait ça un peu toned down. Oui, parce qu'on m'en a beaucoup voulu pour ce quiz-là. C'est difficile. Ouais. Comment ça, t'en as voulu, je comprends? Je l'avais fait tough. C'était voulu parce que je me suis dit, les gens qui viennent à ça, ils connaissent ça. Mais pas autant que toi, c'est ça. Écoute, j'ai été chien. Je sais. C'est ça. On refait ça de manière plus démocratique que la dernière fois. Puis il va y avoir Jake qui nous accompagne aussi pour le quiz, puis qui va nous accompagner aussi en librairie pour faire des séances de dédicaces à la librairie Les Bouquinistes et Marie-Laura. Donc, toutes les informations à la fois pour le quiz, les séances de dédicaces puis la classe de maître sont sur le site du Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si jamais vous voulez vous inscrire ou mettre ça dans votre agenda, ça nous ferait plaisir de vous voir si vous êtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou si vous voulez faire un road trip au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, je suis en train de me dire que je devrais m'inscrire au quiz, appeler mon équipe les Mystérieux Étonnants, puis comme sweeper le prix avec une équipe de B-listers qui sont pas du tout reliés à notre gang. Ouais, ça, c'est une référence à ce qui s'est passé au dernier quiz, Ciné-Quiz de Spasme, puis la confusion qui a été engendrée par la suite. Autant sur place, mais durant le live qu'on expliquait on essaie d'expliquer aux gens. Fait que là, je vais vous demander, les gars, on va-tu au quiz? Vous allez tout faire non. Puis on va tout être Vous allez être là, en cachette, pendant que moi, je suis là avec un autre. À ma défense, Gauthier et Jake étaient là pour vendre des BD et moi, je ne savais pas si j'allais être présent. Mais comme je venais de pogner à COVID, je me suis dit, les chances sont de mon bord. Puis là, je suis allé. Puis c'est pour ça que je suis allé. Puis moi, j'ai ça, la compétition, puis les quiz, puis ce genre de choses-là. Puis finalement, je connaissais beaucoup des réponses. T'étais en feu. J'étais vraiment en feu. J'étais comme content. Puis je suis pas un grand fan d'horreur, mais j'en connaissais une couple. J'ai dans l'oreille, on me dit que les invités spéciaux pour Opération Beurre de Cinoche, c'est Maxime Leflaguet et Louis-José Hood. Donc, quand même, hein? Ben oui. Ah ouais. C'est pas rien. C'est des A, ça, là. C'est des A, c'est ça, exact. C'est ça. Ah oui, ben c'est vrai, c'est là que j'ai appris que Maxime Leflaguet est le fils de Michel Côté. Ah bon, ok. C'est pour ça qu'il est là, mais je le savais pas. Bon. Parce qu'il porte pas le même nom. On va-tu y aller au Québec Cinéma, Laurent? Ça a l'air qu'on va peut-être y aller? Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu voudrais qu'on y aille puis que je t'abandonne derrière? Parce qu'on se rappellera que c'est ta blonde a fait ça il y a 4 ans. Je vais jamais l'oublier, je vais tout le temps y rappeler. On est allé au party d'ouverture de Québec Cinéma, puis elle était mais allez fumer. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, man, ça fait vraiment longtemps qu'elle est partie. Je la texte, excuse, je suis dans un taxi, je suis parti. À chaque occasion, je lui rappelle. Ouais. Amener ça dans ma mort, esti. Ça va être ça ta pierre tombale. Ben, sa compagnie de communication, la Marquise, ils ont écrit de quoi cette semaine? Ils ont mis de quoi sur Instagram, puis c'était genre, allez-vous être à Québec Cinéma cette année? Puis moi, j'ai répondu, ça dépend si Calem m'abandonne au party d'ouverture du festival. C'est sûr qu'ils ont ouvert la porte à se le faire. Elle est un peu rentrée dedans, c'est ça. Je sais pas si c'est elle ou son collègue qui écrit, mais je pense qu'ils ont compris la référence. T'avais-tu autre chose, toi, Laurent? Juste mentionner rapidement qu'une BD qu'on avait beaucoup aimée et dont on a parlé au show qui s'appelait Mécanique Céleste. Vous vous rappelez de Mécanique Céleste? Ben, elle revient sous forme d'un tome 2. Oui. Parce que c'était un one-shot, c'est pour ceux, si jamais c'était un souvenir flou, là, c'était comme une BD post-apocalyptique où ça se bat
l'avenir de leur village, en gros, au ballon chasseur très intense. Oui. Puis je pense que notre réflexion, c'est vraiment cool. Puis s'il y a vraiment un bon world building, on pourrait en prendre plus aisément. Ben, ils nous ont pris au mot. Puis on vient de sortir un tome 2 qui s'appelle La Source, qui se passe directement après le tome 1. Mon gros problème, c'est qu'il n'y a plus de la mécanique céleste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ballon chasseur. Yeah. Je trouve qu'il était vraiment le point fort, le hook de l'affaire, mais l'album est quand même très bon, là, tu sais, comme sa façon à Merwan de dessiner l'action, puis d'être vraiment dynamique est encore là dans l'album, même si ça parle d'autres choses, là, puis c'est plus un exercice, comme un huis clos, là, c'est un album très long qui se passe en huis clos, de chasser croiser, de se garrocher des affaires, mais c'est vraiment le fun aussi, fait que checkez ça. Puis si vous n'aviez pas lu le tome 1, c'est vraiment hot. C'est vraiment beau. De un, c'est comme... Son dessin est beau, ses couleurs sont magnifiques, puis il y a comme vraiment une façon de... C'est dur à expliquer sans le montrer, là, mais... Ça fait 18 ans qu'on fait ça au podcast. Ouais. C'est de l'aquarelle qu'il fait? Ça a l'air, mais tu sais, va savoir maintenant, c'est-tu de l'aquarelle digitale? Ça se pourrait aussi, mais ça ressemble beaucoup à de l'aquarelle. Puis tu sais, il y a une façon d'éclater la case, là, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des bonhommes qui sont en train de... ou des éléments qui sont en train de sortir... Des onomatopées. Du gaufrier, puis je trouve ça vraiment... sans que ça soit complètement éclaté comme mise en page, ça rend le tout vraiment dynamique puis fluide là, à lire. Là. C'est vraiment le fun à checker. Là. Excellent. Hey, moi, j'ai un petit nouvelle pour toi, Laurent. Je sais pas si tu as vu. On n'a pas parlé encore de l'émission, mais c'est dans la liste parce que pour les gens à la maison, on a une liste de lecture dans laquelle on met des titres et on va piger là-dedans. Gauthier en met, Laurent en met, Simon en met. Des fois, moi, j'en mets. Des fois, on est moins chanceux. Des fois, on est moins chanceux, comme cette semaine. Mais dans ma liste, ou dans ta liste plutôt, je sais plus qui l'a mis, il y a Jurassic League, qui est en fait un BD qui existe. À laquelle a participé notre pref, Daniel Warren Johnson, où les dinosaures sont des membres de la Justice League, puis les vilains, on a comme switché, là. Tout le monde est un dinosaure. Les vilains et les héros, c'est un dinosaure. Et là, ça va être adapté selon Inge Schneider, qui est un dude qui traite de les nouvelles de pop aux États-Unis. Ça va être adapté en film d'animation par Warner Brothers Discovery. Fait que là, peut-être qu'on va voir ces beaux dinos bientôt au grand écran. OK, je suis game. Ça reste stade rumeur, mais ça a l'air que ça s'en vient. Puis Snyder, habituellement, ils sont quand même pas pires. BD de 2020 pour les gens qui s'intéressent. Donc, il y a autant il y a 6 ans qu'il y a 2 ans. Si on se fie à la timeline de la pandémie, c'est à peu près ça. Je me suis dit, déjà. Ouais, tout le monde a cette réaction-là. Sérieux? J'aurais mis mon argent sur 2022. C'est ça, exactement. Moi, il y a comme une compression de 2 ans là-dedans. C'est le fun. On a du fun. On n'est pas tous 4 ans? Puis je l'ai pas lu encore. Non, c'est surprenant ça d'ailleurs. C'est toi qui es grand fan de gros oui, je sais, mais ça vient de sortir. J'ai pas le temps encore. Mais non, il est sorti il y a 4 ans de ça. C'est ça que je dis. Peut-être tu vas avoir le temps de lire d'ici la sortie du dessin animé. Fait que ça sera en développement. Puis l'autre affaire qui est en développement, mais ça c'est confirmé contrairement à Jurassic League, c'est un film dérivé de Ferris Bueller, film culte de 1986 de John Hughes, qui va avoir une suite en quelque sorte. Paramount vient donner le feu vert au projet qui s'appelle Sam and Victor's Days Off. Ça, c'est les 2 valets qui prennent possession du char du père de Cameron à peu près au début du film. Là. Quand il arrive à New York, puis on suit ces gars-là dans cette auto. C'est bien drôle. C'est comme 40 ans presque plus tard. J'étais comme, qui veut voir ça 40 ans plus tard, mais c'est vraiment un bon concept. C'est un bon concept. Ils ont sûrement vécu des péripéties. On sait que le char s'en tire. En tout cas, parce qu'on a vu Ferris Bueller. Ça va être réalisé par David Katzberger, qui a beaucoup produit, fait beaucoup d'épisodes de télé, mais je pense que c'est son premier vrai film là, en bonne et due forme. Donc, on n'a pas de date de sortie pour l'instant. Mais je suis, ma foi, très curieux de tout ça. Est-ce qu'on sait s'il va y avoir des caméos de Matthew Broderick ou Alan Rock? Ça serait le fun, mais s'ils font... mais là, ils sont beaucoup trop vieux. Fait que, mais ils vont peut-être un personnage en background ou un petit caméo comme ça. Des parents. Là. Ouais. Malgré que le personnage... C'est qui l'acteur qui jouait Cameron, tu disais? Alan Rock. Alan Rock, il a vieilli, comme nous tous, mais il a quand même très bien vieilli. Là. Il est pas... il se ressemble encore. La même face. Il a la même crise de weird. face. Ouais, il met des cheveux gris, puis un petit peu de rides, puis c'est vraiment il a la même dégaine. En plus, c'était vraiment bizarre de le voir dans Succession, d'ailleurs, qui joue le plus vieux des fils. Il est dans Succession? La famille Roy. Ah ouais. Ouais.
C'est vraiment bizarre. Là. Au début, comme t'es content de le voir, t'es comme ah, c'est Cameron! Là, finalement, tu te déchantes vite en esti. C'est vraiment il est vraiment bizarre. Il a joué aussi dans l'adaptation télévisuelle de Exorcist. Je pense que la série a eu 2 saisons. Il était dans la première, puis il joue un père qui voit un peu le démon, mais qui aussi fait de la démence. Puis la première fois, j'étais comme « Hey, c'est fucking Cameron qui est là! » Dans The Exorcist. OK, c'est un drôle de choix, mais why not? Puis, je le comprends de vouloir casser son casting. Ben oui, là, ça fait 34 ans qu'il brise son casting. Oui, mais on est encore en train de dire c'est Cameron. C'est Cameron, ouais, c'est vrai. Alors qu'il a joué dans Twister. Oui, c'est vrai, il a joué dans Twister. Oui, c'est vrai. Il va jouer un petit rôle dans Twister. Il n'est pas caméraman dans Twister, je me souviens pas. C'est Rabbit, là, ouais. Je pense que oui. Écoute, je comprends pas votre obsession pour ce film-là. C'est tellement bon! Arrête! Parce qu'il y a des tornades, Ben. Il y a des tornades, puis là, il y a de la musique là, orchestrale, genre quand ils courent, quand ils conduisent après les tornades. Moi, je pense que vous trippez juste à cause de la vache. C'est le bout de la vache qui vous a marqué. Je dirais que c'est 50% quand même. Ouais. Il y a quand même une partie Ellen Hunt. Ouais, c'est vrai, Ellen Hunt dans ses grosses années. Je sais pas ce qui est arrivé à elle. Elle a fait des films là, vraiment mauvais maintenant, des directs sur Netflix. Là. Mais non, moi, il y a ça une place spéciale dans mon cœur, Benoît. Tu pourras jamais enlever ça. Okay. Mais c'est peut-être aussi une affection pour ce cinéma très milieu des années 90 de la catastrophe naturelle. Là. Ouais, les films catastrophes des années 90 ont une certaine cote. C'était quand même très populaire, les films catastrophes dans les années 70. Moi, je pense que c'est plus tu sais, quand tu parlais, Benoît, il y a peut-être 2 semaines, tu sais, t'aimes ça, écouter des documentaires sur des gens qui s'intéressent à des choses très, très, très particulières. Ouais, très précises. Fans de trucs très précis. Moi, c'est un peu ce plaisir-là que j'ai connu en écoutant Twister. C'était, je rentrais dans le monde, dans l'univers d'une gang qui avait genre une passion pour un truc fucking niche, tu sais. Et destructeur. Ouais. Mais c'était comme... Il y a une forme de réconfort là-dedans à découvrir des espèces de petites gangs qui trippent toutes sur la même affaire. J'ai l'impression d'entrer à Poudlard à chaque fois. Ouais, comme des microcostes. Des petits microcostes de choses qu'on connaît pas. T'sais, moi, avant que je vous connaisse, la BD québécoise, je savais même pas que ça existait. Là. Pour moi, c'était je savais qu'il y a quelques BD, mais je savais pas qu'il y avait un milieu. Mais j'ai remarqué, j'écoute des documentaires, ça me calme. Ouais. Ça met les choses en perspective. Parce que j'écoute... c'est comme, il y a ces univers. Tu sais, j'écoute beaucoup de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale et la montée du Troisième Reich en ce moment. Puis là, c'est cyclique, hein? Ça, c'est comme ça s'en vient. Mais ça me rassure quelque part. On dirait qu'il y a de quoi de rassurant. Tu sais, comme c'est de pouvoir examiner, décortiquer le pire. T'as comme un... Je sais pas, tu peux dire, écoute, c'est pas si mal que ça finalement. Genre. Ça remet en perspective les choses, en effet. C'est ça. Il y a ce genre de choses-là. Moi, ça fait ça pour moi. J'avais rien d'autre. Je pense que j'avais terminé. J'avais fait le tour au niveau de mes nouvelles. Toi, Laurent? Aussi. Toi, M. Gauthier? Idem. Écoute, je vais faire un petit peu de temps parce qu'on va quand même parler d'une BD probablement pas pendant plus que 20 minutes. Là. Et je m'excuse à l'avance. Hey, on est dû pour une crise de bonne BD. Là. Je suis désolé. Mais ça fait longtemps. Là. Je propose, je le dis tout de suite, là, cette semaine, j'aimerais ça que la semaine prochaine, on parle de Superman Lost, dont Simon a parlé la semaine dernière. Qui a l'air très bien, puis je pense que Simon serait content de pouvoir en parler, parce que souvent il suggère des BD, puis on en parle quand il est pas là, comme le dernier Hulk. Ça serait bon. Il y en a une qui m'étente beaucoup, de Supergirl, qui vient de sortir, qui est écrit par Tom King, mais tu sais, ils sont tout le temps un peu plus volumineuses, ceux-là. Fait que je sais pas à quel point je peux vous les suggérer. On avait parlé de Mr. Miracle jadis, puis on avait quand même, je pense, tout pas mal aimé ça. Puis c'est dans ce registre-là, là, de relecture non canonique du personnage sous la DC Black Label. Il n'y a pas un grand classique qu'on n'a pas fait, là? On a plein qu'on n'a pas fait, man. On a plein de choses, grand classique qu'on n'a pas fait. On pourrait faire ça, là, tu sais, un spécial, là, grand classique. Là. C'est juste que j'ai pas envie de lire de la BD où la narration est en train de m'expliquer ce que j'ai déjà vu, là. Je trouve ça tellement fastidieux, là. Je comprends que ça fait partie du charme, mais des fois, t'es comme tabarnak, Stanley, relax. Je le sais là, que le personnage vient de donner un coup de poing, je l'ai vu. Bon, il y a sûrement des Blake et Mortimer que t'as pas lu. Hey, sacrément. Tant qu'à ça, arrachez-moi un bras. En parlant de faire de l'exposition. Oui, c'est ça. Ouais, tu sais, quand tu lis un Blake et Mortimer, il y a tellement de bulles de dialogue qu'à un moment donné, c'en est claustrophobique. Là. Les personnages sont carrément mis sur des
dessinés sur des des petites cases, là, comme sont poussés par leur propre bulle de dialogue. C'en est ridicule. Mais tous les grands classiques sont pas comme ça, le Benoît. Là. Non, je sais, mais t'as déjà lu Blake et Mortimer que t'as vraiment trippé, toi? Non. Je pense pas. Ils en font ça encore? Mais un par année au moins. Fait qu'ils ont le droit, là, malgré le fait que l'auteur est décédé là, depuis ce temps-là. Ah oui, non, les héritiers Jacobs, ils n'ont jamais posé problème. C'est pas comme Hergé. Non, c'est ça. Ça dépend, c'est du cas par cas, hein, rendu là, mais Jacobs, ça fait au moins 20 ans qu'ils en sortent un par année. Là. Il y a peut-être eu un laps de temps de sa mort puis qu'il ose continuer, mais... Ouais, le moment qu'on les gens appelaient la célébration. Tu penses-tu que ça va arriver pour Hergé puis Tintin? Oui, mais je pense qu'ils vont tenir vraiment leur bout jusqu'à temps que ça tombe dans le domaine public. Après, ils ne pourront plus rien faire. Mais ça doit arriver bientôt, j'imagine. En 53, je pense. 2053? Ouais. Ouais, en France, c'est beaucoup plus long qu'aux États-Unis. Ah, OK. Ouais, parce que Hergé est mort en 83. Ouais, ça ferait un... Fait qu'il calcule à partir de la mort. À la mort de l'auteur. Je pensais qu'il calculait à partir de la création de la petite franchise. Ouais, non, je pense pas. Mais aux États-Unis, c'est ça, par contre. Peut-être, ouais. Non, il me semble que c'est 50 ans après la mort du créateur aux États-Unis. C'est autant que je suis curieux de voir c'est quoi l'interprétation de Tintin par Jake Dion, par exemple, ou Caroline Bro, ou qu'importe, là, je plug des amis auteurs. Autant je comprends la volonté de l'entreprise de vouloir protéger leur petite machine à faire du cash. Tu sais, ça dépend aussi c'est quoi le projet, mettons, parce que ça, on voit ça maintenant, tu sais, mettons, Spirou, c'est ça qu'ils font, là. C'est genre... des spin-offs. Faire un spin-off, mais ça peut être vraiment dans le style de toi en tant qu'auteur, mais mettons, Astérix puis Blake et Mortimer, c'est vraiment... Dans la lignée de ce qui était fait avant. Tu dois avoir un cahier de charge puis un checklist, puis il faut pas que ça déroge trop, mettons. Puis même quand ça déroge pas, moi, à date, à chaque fois qu'il y a une nouvelle Astérix puis Obélix qui est sortie, j'étais tout le temps entendu dire que le monde chiale sur le nouvel album. Oui. Mais il l'achète pareil. Oui, mais c'est le monde chiale, mais c'est aussi le meilleur vendeur depuis le mois d'octobre, tu sais, dans toutes les librairies. No joke, en ce moment, c'est le meilleur vendeur de vendeur. J'ai checké, mais j'ai checké la publication de Canal BD, là, c'est le réseau des librairies indépendantes de BD en Europe, mettons. Puis il était peut-être deuxième derrière, justement, le dernier Blake et Mortimer, mais non. Genre pour le mois de décembre, mettons, là, comme 3 mois après sa parution, mettons. T'sais. Au Québec, c'est encore numéro 1. Ouais, c'est ça. C'est débile. Oui. C'est débile. Fait que, tu sais, oui, des gens chialent, mais il y en a plein d'autres qui l'achètent. Ouais, c'est ça. Puis toi, de façon globale, là, t'es comme les clients qui viennent à ta boutique, sont-ils satisfaits ou au contraire, c'est pas pareil depuis que Goscinny est mort? Puis... encore là, c'est du cas par cas, mettons. Il n'y a pas une généralité qui se crée. Non, c'est ça. Il y en a. Bon, il y a des éternels insatisfaits, ça existe. Le consensus sur Astérix, c'est plus que Uderzo tout seul. Clairement, on ne pourra pas battre ça en termes de médiocrité. Fait que les gens sont quand même contents. Wow, OK, ouch. Ben non, mais c'est sûr. Je veux dire, le pire Astérix est déjà fait, c'est sûr. Écoute, je sais pas, moi, j'ai pas lu un Astérix depuis le secondaire. Là. C'est sûr que y a celui là, où il y a des extraterrestres puis Arnold. Oh, OK. Des robots géants. Ouais. OK, ils sont allés là. Ils ont job the Arnold. Le dernier de Uderzo tout seul, c'est comme genre la BD franco-belge se fait envahir par le manga et le comics, là, en gros. Mais ah oui, un vieux réac. Là. Ça, c'est vraiment de la vidange. On pourra jamais faire quelqu'un, parce que là, ils vont engager des gens qui savent écrire une BD maintenant. Puis ça pourra pas être pire que ça, tu sais. Fait que tu peux aimer ça ou pas, mais ça sera pas pire que ça. On n'a pas ce débat-là par rapport au Scramustache. Non. Je sais pas pourquoi. Ouais. Écoute. Mais on l'a, nous, toi puis moi, on l'a par rapport au Schtroumpf. Ouais. On l'a parce que depuis que c'est plus Peyo, puis il est mort depuis un bout, là. Spoilers. Oui. Ça a pris... à partir du moment qu'ils ont commencé à éditer les Schtroumpferries, là, c'est les il y en avait des bons. Il y en avait pas pire, gags, c'est des trucs de gags. Des gags. Mais ça jumpé le shark. Quand c'est parti Dupuis, puis ça a été édité, puis là, c'est tout revenu à Dupuis, là, parce que ça a été racheté, ces entreprises. Ah non, il y en a quand même. Ben oui. C'est encore divisé Dupuis, le Lombard, mais tout ça appartient au même Dupuis, gros groupe. Même dude, là. Mais depuis que c'est parti, ça a comme pogné le champ un peu. Je m'ennuie de mes bons vieux Schtroumpfs qui se donnent des claques de maillet à la tête. Le ballon dans la fourche. Le ballon dans la fourche.
Ben, tu vois, ils sont quand même faits dans une espèce d'esprit de studio, une représentation de Schtroumpf générique, mettons. Ouais. On n'a pas eu on n'a plus comme Spirou l'interprétation de tel auteur de Schtroumpf. Non, mais il y en a eu un par Thébo. Oui. No shit. Ouais, là, genre, l'automne passé. Ah, t'en avais-tu parlé? Oui, je pense que oui. C'est le Schtroumpf qui se réveille et est comme amnésique, puis il ne sait plus parler Schtroumpf. Il était vraiment bon. C'est ça, il faut donner ça à des gens qui c'est ça, que c'est pas un contrat, qui ont le goût de faire ça. Des fois, le matin, moi, je me réveille, puis je pense au Schtroumpf qui est comme pogné encore en enfer. Tu sais, celui qui a fait un souhait sur l'œuf. Dans l'œuf. Puis il est en enfer, puis il est torturé Event Horizon style depuis toutes ces années. Tu te lèves le matin. Ouais, c'est la première pensée qui passe au Schtroumpf qui est pris en enfer. Ben oui. Je comprends. Je comprends. Je pense pas assez. En plus, c'est pas trop clair c'est quoi la longévité d'un Schtroumpf, mettons. T'sais. Bon, mais en enfer, c'est éternel. Fait que c'est ben c'est ça, mais... Il est dans la marde, là. Ouais. Il est dans le Schtroumpf. Pas dessus. Ça vieillit pas, un Schtroumpf? Ben oui, check le grand Schtroumpf qui est plus vieux. Ouais, ça doit prendre du temps, par contre, pour vieillir. Ouais, c'est ça. C'est pas un album où il y a genre, on sait qu'il y a 600 ans ou 800 ans. Ça se peut. Moi, je suis pas à jour dans mon Schtroumpf lore. Fait que c'est comme des elfes, là. Ouais, c'est des gens d'elfes. Ouais. Ils vieillissent, mais très, 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 très lentement. Puis un peu comme les elfes, ils ont leur langage, puis leur société. Puis, ça paraît-tu qu'on a vraiment aimé la BD de cette semaine? Je pense que personne veut aller parler de la bande dessinée. Mais on va le faire. On va prendre une pause, puis on va faire ça, parce que c'est notre mission quand même. On s'est donné pour vous. On va trouver des choses négatives à dire sur la bande dessinée. Hein? Oui. Oui, c'est ça. Mais juste avant, je vais vous parler de notre Patreon. Si vous voulez nous encourager, nous faire en sorte qu'on peut garder les lumière allumée ici au Mystérieux Étonnant, allez sur notre site internet mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon, qui est une plateforme fantastique. Super facile à utiliser. Hein? Puis en échange de contributions monétaires, qui est super facile à s'abonner, se désabonner, c'est comme vous voulez. Vous avez accès à du contenu gratos. Vous avez Bifurcation, qui est le podcast dédié aux gens en Patreon. Là, c'est ça, voilà. Puis en ce moment, on est sur notre cycle, finalement, à Ernest. La semaine passée, on a eu Ernest Saves Christmas, qui est, ma foi, quand même bien. On a libéré Guillaume Saint-Cyr. Il est parti, il est correct. Vous l'avez détaché. On l'a détaché. Des fois, moi, je me réveille le matin puis je pense à Guilla qui est encore strappé après sa chaise. Il n'y a pas de place forcé à regarder des Ernest. Il n'y a pas de place pour le cacher. Dans ici. Le salon, juste ici. Et non, il y a une conférence demain à Québec Cinéma. Fait que c'est pour ça que je l'ai libéré. Ah, OK. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez ce podcast-là, on en a fait 2. Johan, notre ami Johan de RKSS, a montré son intérêt à ce qu'on en parle de d'autres avec lui, dont Celui avec les monstres, Ernest contre les trolls, qui est quand même très cool. Fait que ça se peut que ce soit notre invité la prochaine fois. Un invité qui va venir de son plein gré. On va pas le forcer pour qu'il vienne ici, Johan. Puis, c'est ça. Vous avez en avance, c'est également les épisodes de Terre humaine chez Zdar. Vous faites en sorte également que Noël chez Zdar existe. Terre Kaiju. Si vous ne pouvez pas nous aider financièrement, partagez le podcast, donnez un 5 étoiles sur les petites plateformes. En échange de votre contribution également, on vous rappelle que vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme une communauté en ligne, là, mais sans trop de cul. C'est vraiment une belle gang. Gauthier, tu disais que la semaine passée, tu avais lu des trucs qui t'avaient ému. Oui, vraiment, dans la section. En fait, c'est qu'on s'est mis à parler d'une série, La Candidate, qui est une série québécoise sur le monde de la politique. Puis ça a comme un peu dévié sur notre désenchantement par rapport à la politique, mais aussi le désir ou pas de faire des enfants. C'est comme vraiment les deep. Mm-hmm. Puis je lisais ça, puis tu sais, je suis pas trop intervenu, mais comme je regardais tout le monde échanger, puis j'étais vraiment touché. C'était des beaux échanges, honnêtes, et c'est ça, pas de flafla, pas de bullshit. Non, non, c'est ça. Puis je me disais, si jamais vous voulez... parce que là, je me suis parti un personnage hardcore à cette époque. Fait que si jamais je meurs, mon personnage est mort. Une fois. Je pourrais peut-être jouer sur le Discord. Oui, tu as une section jeux vidéo plus bas où est-ce que tu as la section jeux vidéo, les gens partagent des nouvelles sur les jeux vidéo, mais tu as aussi un salon où tu peux streamer directement dans le Discord. Ouais. Je pourrais faire ça. Ça se fait super bien, même moi je suis capable. Fait que, puis j'ai un Mac. Ouais, ça se passe bien. Hier, on a écouté d'ailleurs la Capcom sur Street Fighter.
paraît que ça a terminé très, très, très tard. Moi, je me suis couché, il était rendu minuit, mais là, j'étais plus capable. Fait que j'étais allé me pieuter. Et cette semaine, c'est la dernière semaine du mois pain, baguette et béret bleu. On a passé au travers, gang. On finit avec la classe américaine, fait que ça va être cool. Puis ce dimanche, c'est-tu ce dimanche ou ce samedi? Je pense que c'est ce dimanche, on va écouter Revolution de AEW, de la lutte. Donc on a notre dimanche lutte. Puis c'est ça, si vous venez d'ailleurs, je sais que des fois il y a des gens qui sont un petit peu intimidés parce que c'est des gens qui se connaissent. Donc, mais vous pouvez vous connecter, il n'y a personne qui va vous demander d'allumer votre cam ou votre micro. Vous pouvez juste écouter ce qu'on diffuse, puis c'est bien correct. Et je veille à ce que ça ne déborde pas, que ça devienne juste un genre de boys club. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la boys glory qui se fait de temps en temps, mais les auditeurs des Mystérieux Étonnants sont habituellement très respectueux, fait que on se garde quand même une petite gêne. Là, c'est le milieu, le Discord est bienvenue à tous, c'est ouvert à tous. Donc, si vous vous abonnez au Patreon et vous voulez avoir accès au Discord, n'oubliez pas de m'écrire à partir de Patreon, je vais vous envoyer le lien pour que vous ayez accès. Fait que là, on va prendre une petite pause, on revient dans quelques instants avec Out. Ça va être le fun. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit de bande dessinée de AWA Studios. Hein? Yeah? Qui s'appelle Out. Scénarisé par Rob Williams. Pas Robin Williams. Ça aurait été surprenant. On a Will Conrad et Marco Lescaut pour l'équipe artistique. Ça se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les derniers moments du Reich, un commando est envoyé dans les Alpes pour récupérer le corps de ce qui est, toute évidence, un vampire. Et les agents du Reich veulent prendre possession de la créature pour pouvoir remporter la victoire contre les Alliés. Et on suit le personnage de Nakuna, qui est un ancien soldat qui a été fait prisonnier, qui est amené dans ce camp-là, dans un château au bout d'une montagne, et qui parle le tchèque, hein, c'est ça? Ben, il est bon dans les langues. Il est bon dans les langues, c'est un linguiste. Là. Donc, il est en mesure de parler avec cette créature qui a un dialecte qui est ancien, que personne chez les nazis, en tout cas, maîtrise cette langue-là. C'est par l'utilisation de la langue qui est capable, en quelque sorte, de tempérer, contrôler la bête, ce qui n'est pas très clair, d'ailleurs, là. Puis ça... Négocier avec la bête. Négocier avec la bête. Ouais, c'est à peu près ça. Puis c'est ça. Fait qu'on va en parler rapidement. Puis on va faire le tour pour demander l'appréciation générale de l'équipe. Puis après, on va en parler plus en détail. On va commencer avec notre ami Gauthier qui est pas ici cette semaine. Ça va être ta punition. J'étais vraiment content de la proposition. Oui. Des nazis, des vampires. Mais j'ai été déçu. Oui. C'est ça. J'ai déception. Pour plusieurs raisons qu'on va aborder bientôt. Laurent? J'ai pas trouvé que c'était pas bon. Mm-hmm. J'ai trouvé que c'était juste spectaculairement middle of the road, pas original. Ouais. Fait que c'est compétent. Là, j'ai pas le goût de vomir, mais ça fait 4 jours que je l'ai lu, j'ai déjà tout oublié. J'ai le même problème que toi. J'ai pas trouvé que c'était mauvais, mais j'ai trouvé que c'était excessivement prévisible, malheureusement. Mm-hmm. Je pense que ce qui sauve un peu la bande dessinée, c'est sa direction artistique. Quoique il y a des moments où on sent qu'ils ont utilisé probablement des modèles 3D dans leur composition qui ont dessiné par-dessus pour en faire un style de dessin. Ouais. J'ai l'impression, il y a un bout à un moment donné où quand on commence la bande dessinée, il ramène le corps du vampire dans son cercueil sur des camions, des camions de l'armée allemande. Puis la perspective d'un des camions ça a l'air d'un modèle 3D qui ont juste comme collé, qui ont fait un genre de petit ajustement dans Photoshop. Là, ça arrive plus souvent qu'on pense, là, mais c'est ça. Il a travaillé par référence puis calqué des références aussi. Oui, ça je sais pas comment mettre la main dessus, doigt dessus, mais ça paraît là. C'est comme on sent qu'il y a des trucs qui sont très stiff, très rigides, moins organiques, qui fait en sorte que tu sens qu'il a probablement tracé des éléments. Puis c'est pas forcément mauvais, mais dans son exécution, ça fait une BD qui est très froide pour moi. C'est pas une BD qui a beaucoup d'âme. Moi, ça m'a... Tu sais, au début, je me suis dit, quand j'ai vu l'art, j'ai trouvé ça bon. C'est pas dérangeant, c'est beau, mais je me suis dit, OK, je vais la lire comme si
j'écoutais un film. Ouais, c'est Parce comme que ça que je me c'est ça suis qu'on dit. nous... Ouais. C'est ça qu'on nous propose. C'est très cinématographique, c'est très figuratif. Il n'y a pas d'expérimentation là-dedans. Là. On vous raconte une histoire avec un dessin plutôt réaliste. Puis, je me suis dit, OK, imagine-toi genre un espèce de film à la Rodriguez. Puis je me suis dit, ça pourrait aller là. Ça pourrait être super gore. Puis, j'embarquerais à fond, là, un peu grindhouse. Puis, c'est ça qui m'a déçu. T'sais, moi, je m'attendais à du over the top, montrer des vampires, découper du monde en morceaux, puis genre... Tuer des nazis. C'est ça, là, puis des soldats qui se battent contre des vampires avec des cracheuses, puis des lance-flammes. Puis j'étais comme, OK, ça va être ça, puis ça va être... Quelque chose qui était dans la veine du jeu vidéo Wolfenstein. Genre, c'est moi, ça. Ça m'a beaucoup fait penser à Wolfenstein. Moi, ça m'a fait penser à The Keep de Michael Mann. Ça ressemble un peu à la même prémisse, puis ça s'embourbe un peu de la même manière. C'est ça, tu sais, puis on commence à placer les personnages, puis on prend son temps, tu sais, les scénaristes, tu vois que les scénaristes ont comme bien écrit leurs personnages, tu sais, il y a le personnage principal se fait traiter de traître parce que tous les autres prisonniers, en fait, du camp ont vu le personnage principal parler avec le commandement nazi en allemand. Fait que là, ils se disent « Ah, c'est un traître! » Déjà, on sympathise un petit peu avec le personnage principal. On se dit « Ah, bon, ben, il va passer un mauvais quart d'heure, mais il est quand même chuté. » Puis finalement, l'action est pas engageante. C'est vraiment bizarre. C'est comme si... J'y croyais pas, là, c'est sûr qu'on n'y croit pas, là, que des nazis prennent un vampire pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir gagner la guerre, mais on dirait que la mécanique derrière tout ça, j'y croyais pas. Disons qu'au début, je me disais, OK, je vais laisser ça m'imbiber un peu, je vais voir où est-ce que ça s'en va. Peut-être que ça va être... Puis ils prennent leur temps, comme tu dis, ils mettent les personnages un petit peu de l'avant. Puis à un moment donné, c'est à partir du moment où il y a plus d'action, puis que ça déboule, que là, c'est très... c'est drôlement découpé, en fait. Tout se passe sur 3 jours, mais en même temps sur 3 heures. C'est pas très clair. Ils prennent pas avantage de l'ellipse des single issues qui composent le numéro, ce que je pense qu'il aurait vraiment aidé. Quoi qu'ils finissent des fois sur des genres de punch, des cliffhangers, mais ça marche pas beaucoup. Puis l'espèce de mécanique... La magie. La mécanique pour contrôler le vampire est crissement pas claire, là. Ça marche pas. Ça marche moi, pas. c'est ça que je dis que j'y croyais pas. C'est ça qui m'a fait décrocher. C'est qu'à un moment donné, le vampire, il sort de son trou sans avoir... Puis tu comprends pas trop qu'est-ce qu'il retient dans son trou prisonnier. Mais il y a comme des runes magiques alentour de son trou. Oui, mais il peut lui dire de sortir, mais à partir du moment qu'il sort, on dirait qu'il peut le contrôler, mais qu'il peut pas le contrôler non plus. Fait qu'il peut lui dire « Reviens au trou ». Tue certaines personnes. Non, il fait ce qu'il veut. Je crois que c'est vraiment pas clair. C'est vraiment pas clair. C'est ça, c'est comme s'il fallait qu'il soit invité à sortir du trou. Ça, c'est comme clair. Si tout le monde pouvait l'inviter à sortir du trou, par exemple. Ça, c'est correct. Sauf qu'après, il faut quand même être en mesure de le contrôler. Puis, je sais pas comment l'expliquer, mais ça marche pas. Il y a une mécanique qui fonctionne. Oui, mais ça marche pas non plus. Hein? Je veux dire, intradiégétiquement, ça marche pas. Non, mais c'est ce que j'essaie de dire, c'est que ça marche pas du tout. Ça marche pas. Puis il y a beaucoup de personnages, je trouve, qui se ressemblent visuellement. Fait qu'à un moment donné, tu t'es un petit peu perdu. Ils ont tous des uniformes de guerre. C'est toutes des nazis. Ouais, non, mais je parle pas des nazis, je parle des soldats. Moi, je parle des prisonniers. Là. Des soldats, ils ont tous ils ont une calotte. Il y a des traits qui sont... Des grands blonds. Ouais, des grands blonds. Il n'y a pas de traits qui les distinguent beaucoup. Puis ils sont tous pas mal en crise de façon très... je sais pas, ils ont toute la même Christie d'énergie, la même façon de... Je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas dans la personnification. C'est très court. On nous raconte pas grand-chose au final sur 115 pages, 135 pages. C'est des nazis qui trouvent un vampire pour pouvoir le contrôler, pour gagner la guerre. Il y a un des prisonniers de ce camp-là qui servent de nourriture pour nourrir le vampire, qui réussit à y parler, à le contrôler, puis finalement... Il le contrôle plus, puis au final, il tue. Il tue.
Puis le personnage principal de Nokona finit par se faire mordre par le vampire et mourir à la fin par les rayons du soleil. Ouais. Puis là, est-ce qu'on va adresser la finale? Ben, vas-y, je sais pas ce que tu veux adresser dans la finale. Je pense pas qu'on est en train de convaincre personne d'aller lire la BD. Non, c'est ça. Attends, je peux te dire une affaire? C'est clairement, là, puis AWA Studios ne s'en cache pas, là, qu'ils font des BD pour éventuellement les développer en film. Puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas nécessairement du bon matériel parce qu'on a fait... on a parlé de Not All Robots, c'est ça l'émission, puis on l'a tous beaucoup aimé. Mm-hmm. Puis c'était de cette maison d'édition-là. Mais ça s'affirme le pitch. Ça affirme le pitch d'un film ou d'une série télé ou je sais pas quoi. Mais il y a des fois, il y a une comique que tu lis, c'est peut-être pas l'objectif derrière, mais ça sent comme un élément pour vendre le projet pour qu'il devienne autre chose. Mais moi, tu sais, à rigueur, ça me dérange pas, mais c'est parce que... Ça pourrait être un bon pitch. C'est un bon pitch, c'est pas ça que je veux dire. Oui, mais c'est un pitch qu'on a tellement vu déjà. Oui. Moi, c'est ça mon principal problème. Que ça soit un peu qu'il y ait des affaires qui marchent pas, c'est correct, mais c'est parce qu'il y a rien qui est original dans tout ça. Tu peux pitcher... Quand je fais cette critique-là, il y a clairement des BD qu'on a lu à l'émission qui sont des pitchs télé, puis que ça fonctionne, puis c'est correct, puis en tant qu'histoire, ça se tient tout seul. T'as pas besoin... Quand je dis ça, c'est que tu sens qu'on dirait que le projet ne servait qu'à ça. Et qu'il n'y a pas assez pour justifier l'existence de la bande dessinée. Puis tout ce que tu sens, c'est l'espèce de truc que tu amènes à ton pitch meeting. Là. Ton aide visuelle pour dire, regarde, il y a une partie de l'histoire a été déjà genre faite. Montée. Puis, parce qu'il y a quand même des pages excessivement... Il y a des belles pages, il y a des beaux... C'est quand même atmosphérique. Là. Les premiers plans, quand ils sont en train de déterrer le cercueil, tout ça... Je trouvais que l'emballage était intéressant. Ça me faisait penser un petit peu à du Denis Rodier, des BD qui a fait sa Deuxième Guerre mondiale. Puis, genre, OK, les costumes, c'est comme très détaillé. Il y a de quoi d'atmosphérique. Là. Tu sens l'environnement où est-ce qu'ils sont. Mais après, ça se dégénère. Mais qu'est-ce que tu allais dire, Gauthier? Je t'ai comme coupé dans ton élan. Ben, c'est parce que moi, je trouve que c'est en fait un super bon pitch pour la télé qui a été mal exécuté. Mm-hmm. Dans le sens où, si tu m'avais dit... C'est une histoire d'amour entre deux prisonniers d'un camp nazi où il y a des expérimentations mystérieuses sur un vampire. Ouais. J'aurais vraiment été super curieux puis engagé, mais ça a été mal exécuté. Tu sais, on sent pendant toute la bande dessinée qu'il y a quelque chose entre les deux personnages dont il y a une histoire, une espèce de romance qui se développe. Mais c'est jamais vraiment assumé. C'est tout le temps, c'est des amis, OK, sont solidaires, tu sais, comme... Puis, mais là, à la fin, avant que le personnage meure, il y a un French. Ouais. Point. OK, Puis, mais tu dis ça, mais moi, je l'ai pas vu. Moi, j'ai trouvé que c'était comme un cheveu sur la soupe parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait aucune tension. Il y a un plan au départ quand le personnage principal arrive sur place, au château, qui est introduit à son ami. Là. C'est celui qui devient un peu son amant d'une seconde. Là. Puis il y a comme un échange, puis le découpage, tu comprends qu'il y a comme une certaine tension, ou à tout de moins un malaise. Puis quand tu le lis, tu dis, soit ils ont fait ça pour rien, ou il y a quelque chose qui va en découler. Puis il en découle rien, sauf juste à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, où là, ils s'embrassent, puis t'es comme, finalement... Okay, j'avoue que j'ai manqué ce plan-là, fait que pour moi, je trouvais ça sorti d'une... vraiment, surprise, on a mis un élément LGBTQ parce que c'est la mode en ce moment, genre. Ouais. Ça avait vraiment l'air de genre, on surfe sur cette vague-là. Il y a comme 3 moments où ça peut être soit une très bonne amitié qui se développe ou quelque chose d'autre. Mais c'est pas du tout exploré, c'est pas assez bien amené, mais fait que c'est ça. Moi non plus, tu sais, j'y ai pas cru à la fin. J'étais comme, oh my god, pour vrai, là, il y a un French, genre. Puis tu sais, alors que ça aurait pu être super intéressant comme proposition. Ben, t'en parlais. La description est intéressante. Tu sais, c'est ça, tu sais, ça aurait pu être. Ben, si c'était vraiment un élément important narrativement, oui, ça aurait pu être intéressant, mais c'est ça l'est pas, tu sais, alors que tu fais la bande dessinée se rend là. Tu sais, c'est ça la finalité, c'est ça la conclusion de la dernière page. C'est la dernière page. T'es comme
Puis fait que c'est pour ça que ça feel vraiment juste comme la tokenisation homosexuelle, là, ce qui est vraiment très dommage. Là. C'est un 5 numéros, fait que j'ai l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas été capables de plus s'attarder, qui n'étaient pas très claires. C'est un 5 numéros aussi qui va un peu dans toutes les directions. Il y a le chef des nazis qui essaie de contrôler le vampire, la créature. Il y a le parcours de Nakona qui est utilisé par les nazis. Il y a des gars dans le camp qui ne font pas confiance à Nakona parce qu'il est d'origine autochtone, donc ils pensent que c'est un espion parce qu'il peut parler allemand. En parallèle, t'as des gars qui sont assassinés par le vampire de façon cyclique, tranquillement. Puis t'as le side quest de tunnel sous le château pour sortir, que j'en ai rien à foutre. Puis il y a tout ça mélangé dans un 5 numéros où au final, t'arrives à la fin, puis c'est comme, man, j'ai vu cette histoire-là des dizaines de fois. Il n'y a rien de surprenant. Même, je trouvais que le design de la créature, comme plus ça va, plus elle prend une genre de forme humaine. Mais la première fois qu'on la voit, je suis comme, ah ouais, moi aussi j'ai vu Stranger Things. Puis il se transforme aussi. Il peut se transformer, il prend des apparences plus démoniaques. Ouais, c'est ça. Il devient comme plus beau, moins beau. Il y a des ailes. Ouais. Tu comprends qu'au fur et à mesure qu'il mange des messieurs, il devient plus fort. Plus fort. Ça a été un roi. Ouais. À la limite, je serais plus curieux de voir le origin story de cette créature. C'est clairement Dracula. Là. C'est juste qu'ils l'ont pas assumé. Là. C'est un roi. Il parle tchèque à la place de parler roumain. C'est ça. La différence. C'est ça. Un pays de l'Est, un pays de l'Est. Putain, de régler ici. Tout ça, un plan de merde. Tu disais, on va contrôler cette créature-là, puis on va gagner la guerre avec. Ouais, c'est ça. Ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps bien. Une unité. That's it. Une unité, that's it. Puis tu sais, il l'adresse en plus dans la BD. Dans la BD, ils disent. Ouais. Genre, mais là, il réussira pas à descendre les bombardiers là, qui bombardent Berlin là, tout seul, là, ce Dracula-là. Là. C'est quoi qui répond? Il se dit, ça va être correct. Ils sont dans leurs dernières heures. Hein. Ils sont comme. Ils n'ont pas d'autre chose. Ils sont un peu désespérés, pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais, ils comptent sur le facteur terreur. Arme de propagande. Ouais. Fait que finalement, on suggère-tu Out? J'ai l'impression que non. La vie est trop courte. Ouais, puis là, le titre, je m'étais dit, OK, c'est-tu une BD sur se faire outer? Je pense que c'est ça. Mais non, c'est parce qu'il essaie de s'enfuir de la prison. Ouais, mais c'est out aussi. Oui, mais la prison intérieure, Laurent. Ça. Être homosexuel dans les années 40, là, déjà que c'est tough aujourd'hui, imagine dans les années 40. Oui, dans une prison. Dans une prison. Ça n'a pas fonctionné du tout. Fait que c'est ça. Si vous êtes vraiment fan de vampires ou de Deuxième Guerre mondiale, peut-être, parce que c'est la BD pour vous, mais sinon, on a gaspillé du temps de notre vie pour vous autres. Fait que de rien. Évitez Out, ça vaut pas la peine. On n'est pas bon dans nos BD de vampires, hein? Ben, on n'est pas bon dans nos BD de vampires, puis on n'est pas bon dans nos BD de ce temps-ci. Il y avait notre ami Laurent Billot, qui est notre auditeur français, qui disait, ouais, vous tombez beaucoup sur des BD qui vous laissent mi-figue, mi-raisin. Coussi-coussa dans les dernières années, dans les semaines, derniers mois. On a eu quelques bonnes BD, mais on n'a pas eu une série. On est comme les Canadiens, en fait. Hein? Les gens nous aiment tout de même. Youpi, le Canadien! Les gens nous aiment pareil, mais on n'a pas des bons coups en fin d'émission. C'est le temps comme des BD plutôt faibles, qui nous laissent un peu sur notre faim. Youpi, le Canadien! La prochaine fois. La semaine prochaine. On va essayer la semaine prochaine. On va essayer la semaine prochaine avec Superman Lost. Donc, hey, Gauthier, avant de se laisser, rappelle aux gens où ils peuvent aller s'inscrire pour les événements qui s'en viennent au Saguenay. C'est sur le site du Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je pense que le site web, c'est salondulivre.ca. Ils ont été rapides dans leur réservation dans le domaine. Bravo. Fait que c'est ça, salondulivre.ca. Ça s'en vient, c'est quelle date déjà? Du 14 au 16 mars, puis la classe de maître, c'est le 16 mars au cégep de Chicoutimi, toute la journée de 9h à 16h. Génial. As-tu quelque chose qui s'en vient, Laurent? Non. Non? OK. Rien de... Oui, là. Genre, je m'en vais souper, mais... Cool! Excellent. Bravo. Moi aussi. Mais ça intéresse personne. Ouais, c'est ça. Fait que restez à l'antenne là, pour rester abonné pour savoir si finalement ma porte va être réparée éventuellement, si ils vont attraper la souris, si elle va revenir. Si je vais avoir un double de clé. Si Laurent va avoir un double de clé. Puis...
Ouais, c'est ça. C'est excitant de ce temps-ci au mystérieux. Il y a des grosses affaires qui se trament. Comme un sitcom. Là. Ouais. Il s'attache aux petites quêtes. Mais pour vrai, je songe mettre sur le soundboard un son de cri d'enfant qui applaudit quand tu rentres dans la salle. Je trouve que ça ferait très, très sitcom. Merci, ça serait malade. Déjà que tu sonnes à la porte. Là, ben oui, c'est ça. C'est qui? Ouais. C'est Kramer, mais qui sonne à la porte. Bon, faites attention à vous autres. Merci de nous appuyer encore une fois, malgré l'augmentation de toute calice. C'est assez débile. Mais vous faites en sorte qu'on existe, parce que sans le Patreon, on pourrait pas garder ça longtemps allumé. Je perds mes mots aujourd'hui. Je suis fatigué. Bon, on se laisse. On se dit à la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Puis, bye bye. Bye bye. Salut. OK.